Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va y aller maintenant. Il est 10 heures et quasiment 2 minutes. J'espère que vous m'entendez. Bienvenue pour ce webinaire One Health en Nouvelle-Aquitaine, du concept à l'action. C'est un peu le thème de la journée. Alors rappelons que ce programme One Health est porté par deux structures, hein, Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, l'ex-IREPS, on en parlera tout à l'heure, et le GRAN, le réseau de promotion de l'enseignement, de l'éducation à l'environnement, dont on aura le détail tout à l'heure d'ici quelques instants avec Christophe Malvois. Alors, ce cycle de webinaires et de formation n'est pas une première, il y en a déjà eu un l'an dernier. Avec 3 rendez-vous, hein, on avait fait fort. La perspective, c'est aussi, il faut se placer là-dessus, d'écrire le plan régional santé-environnement 4, le PRSE 4, qui va sortir en mai-juin. Cette effervescence, hein, autour de OneHealth pourra donc aboutir à des réponses à appel à projet. Et rappelons que ce programme est financé aussi par la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Je passe sans plus attendre la parole à Christophe Malvaux de Graines Nouvelle-Aquitaine qui va introduire un petit peu cette journée. Après, je vous en donnerai cette matinée, pardon, je vous en donnerai le déroulé. Nous sommes ensemble pour 2 heures, tout ça pour dire que c'est assez contraint comme temps, mais on essaiera quand même d'avoir de beaux témoignages et de belles expériences. Christophe, je passe la parole. Merci. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire One Health. Donc, effectivement, Emmanuel a tout dit ce que je devais dire. Ah Donc, mince. non, c'est pas grave. Un petit rappel, effectivement, que ce webinaire s'inscrit dans un programme dont on va vous donner quelques informations dans 2 minutes. Ce programme s'appelle One Health en Nouvelle-Aquitaine, du concept à l'action. C'est effectivement la deuxième année que nous le mettons en œuvre grâce au soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine. Et quand je dis nous, en fait, ce sont deux structures différentes qui se sont associées en fait pour porter ce programme. Donc la première, c'est le GREN, la structure où je travaille, qui est un réseau d'acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et la deuxième structure, c'est donc Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, anciennement IREPS, qui est un réseau d'éducation à l'environnement et à la promotion de la santé. Voilà, et je vais tout de suite passer la parole à mon homologue justement de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, Mélanie Roland, qui va vous donner un peu le détail du programme dans lequel s'inscrit ce webinaire. Eh bien, je vous souhaite un bon webinaire. Merci, Mélanie, c'est à vous. Merci Christophe, merci Emmanuel. Bonjour à tous, à toutes. Oui, on a changé de nom, Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Par contre, c'est la même équipe, c'est les mêmes missions. Voilà. C'est juste une question de titre. Quoi vous dire de plus sur le programme? Voilà, c'est une continuité puisque l'année dernière, on a déjà proposé 3 webinaires. Et puis, ce qui est aussi important à retenir dans cette affaire, c'est qu'on propose aussi des rencontres dans les territoires, puisque notre objectif, c'est de vraiment tenter de mettre en place des projets, des actions qui retiennent dans le cadre de ce concept-là. Et pour favoriser ça, on organise donc des rencontres territoriales. L'année dernière, il y a 6 départements de Nouvelle-Aquitaine qui en avaient bénéficié. Et cette année, c'est 6 autres. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de quels départements en ont bénéficié l'année dernière, lesquels seront cette année, parce que je vais m'y perdre dans ces 12. On vous donnera les dates à la fin de la présentation, vers midi. Et puis aussi, rajouter quand même un point, ça c'est sur nos missions Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Donc pour ceux qui nous connaissent, on a des missions d'accompagnement méthodologique pour la mise en œuvre de projets en éducation et promotion de la santé. Et donc, dans le cadre aussi de ce projet financé par le Conseil régional, on propose aussi après des accompagnements vraiment de projets. Donc, il y a cette idée d'entonnoir, voilà, un webinaire pour la culturation, des rencontres territoriales pour travailler des dynamiques partenariales à l'échelle des départements et après, la possibilité d'accompagner l'émergence de projets. Voilà pour moi, j'ai fait le tour. Et ben, bon webinaire. Et puis, à bientôt, j'espère, sur les départements. Merci beaucoup, merci Mélanie Laurent, Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Alors, comment va se dérouler la matinée? Quelle structuration? C'est très simple. On aura un premier temps qui sera un peu plus théorique, où on va débattre un petit peu et surtout la présenter de cette notion One Health, une seule santé, avec deux intervenants que je cite tout de suite, Camille Besson et Patrick Giraudot. Et puis, il y aura un second temps, la deuxième partie de la matinée, plus
pratico-pratique où on fera 3 Zooms sur 3 projets qui sont bien sûr liés à One Health en Nouvelle-Aquitaine. Vous verrez qu'il y en a 2 qu'on avait déjà présentés l'an dernier pour ceux qui étaient parmi nous et un nouveau. Alors on verra sur les 2 anciens ce qui s'est passé en un an pour eux, comment s'est développé tout ça. Et puis le nouveau, et ben, ce sera une découverte pour tout le monde. Voilà, quelques messages de service. On aura aussi pendant le webinaire la participation de Louise Plantin, facilitatrice graphique, qui animera un petit peu et nous donnera un petit peu le temps de respirer de temps en temps avec quelques dessins qui lui seront inspirés par les discussions qu'on aura, les questions et les réponses des intervenants. Ça sera évidemment le bienvenu. On pourra prendre quelques instants pour commenter ces dessins et vous les retrouverez sur le site internet du GREN ou de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine à l'issue de ce webinaire. Le webinaire qui sera enregistré, mis en ligne, là encore sur les réseaux GREN et Promotion Santé, ainsi que les présentations des intervenants. Alors c'est important parce qu'on nous demande toujours où trouver les PowerPoint et les documents qu'ils utilisent. Bah, vous les aurez directement en accès libre sur les sites. Que vous dire encore, quand vous vous déconnecterez, on vous proposera immédiatement un onglet enquête qui vous permettra un petit peu de dire ce que vous avez pensé de tout ça, de ces 2 heures de webinaire. Ce serait vraiment bien d'y répondre. Hein. On attend aussi et surtout vos critiques pour s'améliorer. Et enfin, c'est peut-être là le plus important, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Bon, moi, il est à droite de l'écran, mais peut-être que vous, il est ailleurs. Très facilement, et dans l'espace chat de ce logiciel qui nous permettra de reprendre ces questions, essayer de les injecter dans les interventions des différents participants. On commence donc sans plus tarder avec Patrick Giraudoux et Camille Besson pour ce premier temps de présentation. On verra avec Camille la présentation d'un projet en Afrique. On va commencer avec vous, Patrick. Je vous présente en quelques mots. Vous êtes professeur émérite d'écologie à l'Université de Franche-Comté. Vous êtes membre du COVARS, le comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Ça aussi, on pourra en parler, c'est important. Membre de l'Institut de France, de l'Académie vétérinaire, de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC hein, pour tout ce qui est biodiversité. Et on va parler avec vous de ces 3 santé, hein, c'est la base un petit peu de ce One Health. Quelques mots de définition peut-être parce que on n'est pas tous sur le même degré d'information. Bonjour à vous, Patrick. Bonjour à tous. Je commence. Allez-y, vous avez la parole. Du coup, on va Profitez-en. partager l'écran, ça sera peut-être le plus simple, hein, pour illustrer justement les quelques concepts de base. Alors, attendez, normalement, vous devez avoir mon écran. Est-ce que vous avez maintenant l'écran en projection? Alors là, on a place à Camille, mais ce sera pour tout à l'heure, j'imagine. Là, vous devez avoir maintenant? C'est parfait, Ça marche, je crois. Okay. Bon, donc je vais essayer d'être très bref parce qu'on voudrait laisser plus de place à la discussion qu'aux présentations un petit peu formelles. Bon, néanmoins, vu les différentes manières qu'on a de percevoir ce concept d'une seule santé qui est un petit peu nouveau, je vais juste faire une petite mise au point sur ce qu'est la définition actuelle du One Health, avec un tableau que vous voyez sur cette première diapo où on voit un batelier hein, qui est en train de traverser une rivière. C'est Charon qui traverse le Styx. Bon, j'ai un peu inversé le sens de la traversée, mais en fait, on est là dans One Health pour le monde et dans quelque chose qui est en construction et qui correspond à une nécessité. Alors, attendez, j'ai du mal à passer, je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà. Qui correspond à une nécessité liée à la culture qu'on a autour de la notion de maladie et de santé. Classiquement, dans les études médicales, qu'elles soient vétérinaires ou humaines, on a un pathogène, une infection, une maladie. Et puis autour, il y a tout un tas de concepts qui vont se mettre en place pour pouvoir empêcher le pathogène de déclencher la maladie. Alors, il y a des tas de notions qui sont familières aux médecins, hein, l'infectivité, la virulence du parasite, le fait quand même qu'il y ait une coadaptation aux parasites, on n'est pas tous égaux, la susceptibilité des autres qui n'est pas la même, le fait qu'on ait une immunité, l'état physiologique et psychologique, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont relativement familières. Mais on se rend compte de plus en plus que ça permet le soin, ça ne permet pas d'aller tellement vers la prévention. Or, la prévention, c'est un enjeu majeur. Et si on va vers la prévention, cette chaîne de causalité, on doit l'englober de manière beaucoup plus large. À un moment donné, si la chaîne pathogène, infection, maladie se déroule, c'est que le pathogène peut trouver un écosystème qui lui est favorable, donc des hôtes en abondance qui lui sont favorables. Ces hôtes sont déterminés souvent par le paysage,
par les contextes socio-économiques, etc. Ce qui fait qu'embrasser tout le problème pour le traiter en amont, c'est embrasser toutes ces flèches que vous voyez là et qui sont assez complexes. Et cette complexité, elle se traduit aussi dans les apports que chaque science peut apporter au problème. Et vous voyez que si on veut traiter tout le problème, ben, on est tout de suite obligé de mettre en concurrence, hein, pas concurrence, concurrence, on va dans la même direction, toutes ces disciplines qui chacune vont être obligées de travailler un petit peu en dehors de leur bocal ou en tout cas aux marges de leur domaine de confort. Alors, euh, comme je dois être court, excusez-moi d'être frontal parce que c'est la diapo la plus dure à digérer. C'est la définition de One Health. Alors, pourquoi cette définition? Parce qu'elle a été endossée par 4 organismes internationaux, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale de la santé animale, ex-OIE, la FAO, donc ça c'est toute l'agriculture, et puis l'UNEP qui est comment dire, le UNEP, ça veut dire United Nations Environmental, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement, hein, et qui ont sur l'avis de ce qu'on a appelé le One Health High Level Expert Panel, donc un panel d'experts, figé d'une certaine manière la définition de One Health telle que suit. Alors, excusez-moi de le lire. One Health, c'est une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. C'est assez choquant comme définition parce elle va heurter certainement certaines sensibilités. On est en train de dire qu'il faut équilibrer et optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. C'est dur à entendre quand on est médecin, par exemple, que la santé des personnes, elle est à mettre en balance avec la santé des écosystèmes et des animaux, tout simplement parce qu'il y a des liens de causalité entre les trois. Et qu'on ne va plus être tout à fait dans une logique à tout prix, mais dans une logique de compromis entre les différentes santé. Bien sûr que la santé humaine en bout doit en bénéficier, mais elle n'est plus la seule à être considérée. Alors pour ce faire, deuxième paragraphe, elle reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l'environnement au sens large, y compris des écosystèmes, est étroitement liée et interdépendante. Donc c'est l'interdépendance entre animal, personne, végétal et écosystème. Le troisième point qui est souligné, c'est que pour aller là, eh bien, on a besoin d'interdisciplinarité et de collaboration. Pas une interdisciplinarité de forme pour faire joli, mais simplement on a des problèmes à résoudre. Il faut convoquer pour les résoudre tout ce qui est nécessaire à les résoudre. Et là, la frontière disciplinaire n'est pas forcément pertinente, hein. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que dans les 3 paragraphe de définition, vous avez la notion d'écosystème. Alors, écosystème, bien sûr, pour un écologue, ça parle, hein, mais c'est déjà une approche systémique. C'est-à-dire qu'il faut voir le système dans sa globalité. Le problème, il faut le voir non pas de l'intérieur, mais inclus dans un système qui est beaucoup plus complexe. C'est ce système qu'on veut bouger, en quelque sorte, pour le traiter. Alors, la manière de représenter les choses, elle est classique. Je pense que tout le monde a vu à un moment donné une forme du petit cercle du milieu, hein, c'est-à-dire cette espèce d'interdépendance entre santé des écosystèmes, santé animale et santé humaine. Vous voyez qu'ici, on a choisi dans la représentation de ne pas faire 3 cercles qui se superposent, mais un seul cercle, et si je bouge un élément, ben, je bouge l'autre. Donc, on quitte cette idée que quelque part, bah oui, d'accord, il faut qu'on fasse quelque chose au milieu de la santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes, mais on réaffirme beaucoup plus fermement que l'un dépend de l'autre et que si on bouge l'un, on bouge l'autre très certainement. Le cercle de gauche nous rappelle que pour traiter de ces types de santé, eh bien, il faut bien sûr faire concourir, je l'ai déjà dit, les sciences de l'environnement, les sciences de la santé humaine et les sciences de la santé animale, c'est certain. Mais ça nous affronte aussi à tout un tas de problèmes qui augmentent la complexité de l'approche. C'est que finalement, ces systèmes, ils ont tous des caractéristiques qui sont propres et des échelles qui leur sont propres. Le niveau local n'est pas le niveau régional, n'est pas le niveau national, n'est pas le niveau international. Donc ça, c'est les emboîtements d'échelles, hein. On a le fait que dans ces systèmes, le fait d'être rural, urbain ou nomade, il y a beaucoup de sociétés qui le sont encore, mais pas forcément en majoritaire en France, mais dans certains autres pays, et ces spécificités-là sont à prendre en compte. Et on a bien sûr ce prérequis qui est de l'inclusivité, de l'équitabilité, de l'accessibilité, qui dérive des droits de l'homme quelque part, et on a quelque chose qui est assez compliqué finalement à mettre en œuvre.
Alors, le mettre en œuvre, ben, c'est les petits rouages que vous voyez au milieu, hein, c'est ce qu'on appelle les 4 C. Alors, ça ne fait pas 4 C en français, mais ça le fait en anglais, hein. C'est la communication, la collaboration, la coordination, et puis le renforcement des capacités, c'est capacity building en anglais, donc ça fait 4 C. Bon. Euh, c'est à inventer. C'est-à-dire que pour le moment, on en est au niveau de la prise de conscience. Il y a un certain nombre d'exemples qui montrent que ça marche, bien sûr, hein, on n'est pas partant sur n'importe quoi, mais ça correspond à une nécessité qui est celle de s'adapter aux transitions écologiques qu'on est en train de vivre et dont on a pu voir l'expression à travers l'accélération, par exemple, des phénomènes pandémiques. Hein, depuis le début des années 2000, ben, on voit que tous les 4-5 ans, il y a une pandémie qui arrive avec un nouveau microbe. Eh bien, oui, il faut s'y préparer. Ça fait partie du fonctionnement maintenant normal du système. Et ça, on ne pourra s'y préparer et anticiper que si on arrive à intégrer les différents savoirs. Alors, la partie positive, c'est que les gouvernements ont maintenant une injonction de la part des grands organismes internationaux, ce qui n'était pas forcément le cas. C'est relativement pris en compte dans chacun, à des degrés divers, bien sûr, dans chacune des pays qui sont membres de ces organisations. Ne vous laissez pas abuser par la floraison de vocabulaire qui vient là derrière, parce que cette nécessité, ça a été une prise de conscience qui date des années 60-70, si on remonte suffisamment loin, et chaque communauté scientifique a évolué pour aller dans cette direction-là. Donc on est parti de la médecine humaine classique ou de la médecine vétérinaire classique, des risques, de l'analyse des risques en santé environnementale, pour être de plus en plus intégratif, c'est-à-dire de moins en moins anthropocentrique, de plus en plus holistique, c'est-à-dire global, systémique. Et tous ces nuances sont en fait des nuances qui tiennent à la racine de ceux qui ont élaboré les concepts. Maintenant, on a un concept qui fait finalement plus ou moins fédératif, hein, qu'on appelle One Health. Il y a eu l'EcoHealth qui est venu des milieux de l'écologie, mais One Health et EcoHealth, c'est un petit peu pareil. One Health, bien sûr que les vétérinaires se l'étaient un petit peu approprié au départ pour travailler avec les médecins, mais tout ça, c'est en train de bouger et finalement, on va vers le pôle que vous voyez en haut à droite, qu'on va mettre sous concept général One Health. Voilà. Alors, pour en savoir plus, ben, vous aurez dans le PowerPoint qui sera distribué des QR codes qui vous renverront à des articles en français qui ont été publiés dans le bulletin de l'Académie vétérinaire de France qui cherchent à éclairer certains aspects du One Health. Bien sûr, le One Health, une seule santé en tant que définition, hein. Le deuxième point, c'est la notion de santé des écosystèmes sur lequel on aura peut-être le temps de revenir pendant la présentation, après que Camille nous ait dit quelque chose du monkeypox, entre autres, hein. Et puis, on est obligé d'assister, et là, le groupe OLEP qui est endossé par les 4 organismes internationaux dont je vous ai parlé, euh, a, a reprécisé ce qui était prévention, préparation et réponse, hein, qui est souvent confondu, hein, dans les organismes classiques de santé. On est souvent sur la réponse, un peu plus sur la préparation, beaucoup plus rarement sur la prévention, sauf les grands classiques, hein, sur le tabac, etc. Et il faut que ces différences soient faites pour pouvoir agir efficacement côté prévention, parce que le One Health, c'est d'abord la prévention. Voilà. Place à Camille maintenant. J'essaie d'être le plus Très bien, bref. merci Patrick. C'est très bien. Alors, pardon pour la qualité de la liaison qui n'est pas terrible, hein, qui n'est pas au top, pour être très honnête avec vous, mais on a compris votre propos, on a vu vos diapos, donc C'est quoi l'essentiel y est. oh, J'ai déjà une question pour vous, Patrick Giraudoux. Vous m'entendez toujours, oui. J'ai Oui, une oui, très bien. question pour vous de Claire Dupuis, apparemment 40, donc ça doit être les Landes, hein. La santé des végétaux est-elle incluse dans la santé des écosystèmes et du coup dans One Health, quoi? Oui, tout à fait. Si vous regardez la définition, dans le deuxième paragraphe, la santé des plantes est explicite. Et puis, bien sûr, elle l'est par l'intermédiaire des écosystèmes, hein, oui. Alors, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas apparue tout de suite dans le premier paragraphe, hein, mais elle est bien dans la définition du wellness, il n'y a aucun doute. D'accord, donc on voit que des gens sont attentifs et demandent des précisions. Merci beaucoup. On va passer effectivement la parole à Camille Besson, avant de vous retrouver d'ici quelques instants. Camille, bonjour. Vous êtes médecin infectiologue, épidémiologiste. Vous êtes chercheuse sur les maladies infectieuses émergentes. Vous avez notamment travaillé à Toulouse. Vous êtes aujourd'hui à Sciences Po.
Paris, voilà, avec ce programme, ce projet de One Health en Afrique autour de la variole du singe, du monkeypox. Alors, je vous laisse peut-être nous en parler un petit peu à travers le prisme de One Health, et puis après, on discutera un petit peu peut-être de points critiques sur ce vaste programme. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Et merci Patrick pour l'introduction également. Oui, donc moi je vais juste vous parler effectivement. Alors, si ça fonctionne, ça fonctionnait tout à l'heure. Vous voyez bien mon écran, tout va bien? Pas de souci. Je vais donc vous parler, moi, d'un projet que j'ai mené dans le cadre de ma thèse d'épidémiologie, donc après le reste de mon parcours, sur le monkeypox ou Mpox en Afrique, et qui était donc un projet One Health. Je vais essayer d'aller très rapidement sur ce projet, juste pour essayer de déceler peut-être les limites aussi de cette approche One Health, avant qu'on reparle avec Patrick. Donc, effectivement, j'ai mené un projet donc, sur le monkeypox, pour juste un mini rappel. C'est donc une zoonose, une maladie transmise des animaux aux humains, dont le réservoir animal supposé, parce qu'on n'est pas encore tout à fait certain, serait un petit écureuil arboricole, avec une transmission donc, zoonotique ensuite de ce réservoir jusqu'à l'humain, sans qu'on sache exactement les modes de transmission. C'est bien pour ça qu'on faisait également un projet. Et puis une possibilité de transmission interhumaine ultérieure, et on va le voir, ça aura eu son importance. C'est une maladie qui est apparue dans les années 1970 en République démocratique du Congo, suite à l'éradication de la variole. Donc là, moi, je vais vous parler d'un projet qui s'est passé en République centrafricaine, donc c'était pour situer un petit peu pour tout le monde, et qu'on a mené donc avec plusieurs collaborateurs dans le cadre de ce qu'on appelle donc un projet One Health, dans l'interdisciplinarité, puisqu'on avait des personnes du Muséum d'histoire naturelle pour les aspects zoologie, des personnes de l'IRD et du CESTIM pour des aspects d'écologie de la santé, des anthropologues de l'Institut Pasteur, des épidémiologistes bien sûr, et puis des virologues également de l'Institut Pasteur. Et je vais essayer juste de vous détailler un petit peu ce qu'on a fait en quelques slides et en allant vite en même temps. Donc une partie du projet, la partie épidémiologique, elle consistait bien sûr en des investigations d'épidémies sur les lieux d'épidémie en République centrafricaine. Ces investigations d'épidémie, elles ont à la fois une partie donc humaine, on essaie d'aller chercher le premier cas, l'origine des cas, de faire le bilan de l'épidémie, et également des aspects zoonotiques, puisqu'on va essayer de trouver le réservoir animal autour de ces épidémies, ce qui passe par un grand nombre de captures et de recherches du virus sur ces animaux. Ce qu'on a pu mettre en évidence, bon, c'était juste, voilà, on a fait le bilan des épidémies de monkeypox survenues dans ce pays depuis les années 2001. Je ne vais pas vous détailler plus. Simplement peut-être la répartition de ces épidémies qui ont plutôt eu lieu dans des zones forestières au sud du pays. Et puis, on a réalisé donc cette investigation One Health à la recherche du réservoir animal. Et comme pour cette maladie pour l'instant, on est dans une grande difficulté pour identifier ce réservoir, puisque tous les animaux qu'on a pu prélever, qui sont censés être des animaux susceptibles à ce virus, tous les résultats étaient tous négatifs, donc on ne retrouve pas le virus chez ces animaux. C'est assez difficile d'identifier ce réservoir. Donc, on a mis également en place d'autres approches pour tenter d'identifier le réservoir, toujours dans cette approche One Health, en essayant de déployer plusieurs disciplines pour comprendre cette maladie. Et donc, mes collègues du Muséum d'histoire naturelle ont fait un travail qui s'appelle une comparaison de niches écologiques du virus et des animaux. Je vais vous en dire un peu plus. En fait, ils prennent la niche écologique, c'est-à-dire la répartition du virus et des cas humains de cette maladie, et puis ils comparent à la répartition de différents animaux qui seraient susceptibles d'être le réservoir animal, et comme ça, ils font un chevauchement pour voir quel animal a la répartition la plus proche. Et donc là, sur cette étude, on est retombé donc, sur ce petit rongeur écureuil arboricole dont je vous parlais tout à l'heure, le Funicurius anerythrus, donc ce serait l'animal potentiellement réservoir selon ce genre de travaux. Pour compléter ça, et toujours dans la même idée de trouver le réservoir et de mieux comprendre cette maladie, il y avait aussi des aspects anthropologiques qui étaient menés par l'Institut Pasteur, où là, il s'agissait également d'aller essayer de comprendre cette maladie, mais cette fois-ci en interrogeant les populations et en observant leurs activités. Et donc, on a pu analyser que dans ces zones concernées par les épidémies, en fait, depuis, il y avait eu un vrai changement de la consommation de gibier entre les années 80 et les années 2020 où on a fait l'enquête, avec une majoration de la consommation de petits rongeurs. D'une part parce qu'il y a une disparition de la grande faune, et d'autre part parce qu'il y a aussi des politiques de conservation de la grande faune qui empêchent de chasser d'autres animaux.
Donc, on voit que petit à petit, on essaie de préciser les raisons d'émergence dans cette zone de ces épidémies. Une dernière approche qu'on a réalisée, c'est une approche donc plus écologique, où on a essayé de prendre toute la répartition des épidémies de monkeypox depuis les années 70, donc depuis la première épidémie jusqu'en 2021, de la localiser et de regarder également la date de survenue de ces cas zoonotiques. Et on a mis en évidence que, par exemple, il n'y avait pas de saisonnalité dans les zones équatoriales, mais il y avait une saisonnalité de la maladie dans les zones tropicales, ce qui nous permet d'élaborer des hypothèses sur les liens avec peut-être des activités anthropiques saisonnières, c'est-à-dire des activités qu'ont les humains à certaines saisons, ou peut-être des dynamiques saisonnières aussi de population, mais qui n'ont pas forcément été identifiées, et ça permet d'avoir des hypothèses pour des recherches ultérieures. Pour faire un peu un bilan de ce projet, pour être rapide, c'est un projet qui a permis de déployer une vraie interdisciplinarité avec des terrains et des travaux croisés entre différentes disciplines, qui a permis d'approcher cette maladie par différents biais, mais peut-être aussi quelques limites. On est dans cette temporalité courte des projets actuellement, c'est-à-dire 3 ans, et donc pour comprendre une maladie aussi complexe qu'on n'a pour l'instant pas réussi à comprendre, 3 ans c'est un peu court. Je pense qu'on peut dire aussi qu'il y a eu un impact écologique peut-être non négligeable de ces types de recherches qui sont encore beaucoup faites, c'est-à-dire qu'on fait des prélèvements invasifs sur les animaux plutôt que de faire des prélèvements non invasifs sur des selles, donc c'est des choses sur lesquelles on va essayer de s'améliorer. Il n'y a pas eu forcément d'études sur les dynamiques des populations animales et en fonction de l'évolution de l'écosystème dans le temps long, c'est-à-dire comprendre est-ce qu'il y a des pullulations de certains rongeurs à certains moments qui expliquent la survenue de cette maladie. Et puis, un objectif et un projet qui reste très anthropocentré sur la santé humaine, ce qui peut avoir, et on en discutera après, des conséquences, et peu d'études de la santé de l'écosystème concerné, dont nous parlera peut-être Patrick. Juste pour terminer, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que malgré toute la surveillance qui a été mise sur cette maladie, et malgré ce projet et d'autres projets qui avaient lieu, en 2022, il y a une épidémie mondiale de cette maladie qui est survenue. Donc pas à partir de la République centrafricaine, à partir du Nigeria, mais cette maladie s'est répandue. Donc, on peut se demander l'efficacité, on va dire, du projet, enfin, en tout cas, du projet, l'efficacité des projets et des démarches One Health et de ces recherches One Health pour prévenir l'émergence de maladies, puisqu'il y a eu cette épidémie. Et peut-être ce qui est intéressant, c'est que cette épidémie, quand elle a survenu en France, elle avait une présentation un peu différente et elle était notamment à transmission interhumaine. Mais peut-être juste un dernier point sur ça. En France et en Europe, quand cette épidémie est survenue, est-ce qu'on a vraiment traité cette maladie comme une maladie potentiellement zoonotique? C'est un peu peut-être une question intéressante. Est-ce qu'on a vraiment mis en place une approche One Health autour de ça? Et la réponse est effectivement, quand c'est arrivé en France, on s'est surtout centré sur les aspects interhumains. Il y avait la possibilité, ce qu'on appelle une rétrozoonose, c'est-à-dire que le virus passe des humains vers les animaux, soit de compagnie, soit les animaux rongeurs et sauvages. Et c'est des choses qui ont été peu travaillées, ou il y a eu peu de prévention sur ces aspects-là. Et puis peut-être un manque de réflexion sur les déterminants écologiques de cette maladie et sur le fait qu'elle soit arrivée en France. Et ma dernière diapo, qui est vraiment de dire que ça fait 20 ans que ces approches One Health sont quand même en train d'être mises en place, même si ça fait 10 ans que c'est un peu plus le cas. Et il persiste toujours des énigmes épidémiologiques, ce qui nous appelle peut-être à devoir renouveler un peu les hypothèses de recherche, parce que pour le monkeypox, comme pour d'autres maladies, on a encore du mal à préciser quel est le mode de transmission exactement, quel est le réservoir de la maladie exactement, et puis quels sont les facteurs écologiques et sociaux qui sont impliqués dans les épidémies. Et donc, ça nécessite potentiellement de renouveler les hypothèses de recherche, et on en discute juste après. Très bien, merci Camille. On a déjà pas mal de questions pour vous qui sont vraiment en lien avec ce que vous venez de dire. Première question d'Amélie Baudin du CPIE Pré-Creusois. Est-ce que ce projet de recherche va se poursuivre et qui l'a financé? Ça, c'est des choses importantes. Oui, alors c'était écrit, c'est l'ANR, donc c'est l'Agence nationale de recherche qui l'a financé. Donc ça, c'était aussi très intéressant. J'essaie d'enlever mon partage d'écran en même temps, je ne sais pas si ça marche. Voilà, c'était l'ANR et c'était très intéressant parce que c'est une maladie qui était un peu négligée en 2018 quand on a lancé ce projet. Et on ne pariait pas forcément que l'ANR allait nous financer. Et finalement, ça a été le cas et bien leur en a fait, puisqu'en 2022, il y avait une épidémie mondiale qui survenait. Ce projet, il est en train de se terminer. Après, il y a toujours des nouveaux projets qui se créent aussi. La République centrafricaine est très dynamique sur cette maladie puisqu'elle est particulièrement touchée. Donc, c'est des choses qui vont se prolonger d'une façon ou d'une autre.
Alors, une autre question d'Anne Rivet, cette fois-ci. Alors, je vois que Patrick Giraudoux a commencé à répondre. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'éradication de la variole et l'apparition de cette maladie monkeypox? C'est très très intéressant parce qu'effectivement, c'est là où je pense que donc la variole a été éradiquée grâce à la vaccination dans les années 70-80 et en fait, le premier cas de monkeypox a été découvert dans le cadre des campagnes de vaccination de la variole et donc d'éradication et les gens ont paniqué. Ils se sont dit mince, il y a un cas parce que c'est des maladies qui se ressemblent physiquement. Et en fait, non, on s'est rendu compte que c'était un autre virus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, s'il y a une majoration nette des épidémies de variole du singe actuellement, c'est clairement en lien avec la baisse d'immunité des populations, puisqu'on est beaucoup à ne pas avoir été en contact et à ne pas être vacciné. Et c'est là où ça pose la question, justement, aussi de ce concept d'éradication. Si on réfléchit avec une perspective écologique, on voit bien que quand une maladie disparaît, souvent, il y en a une autre qui apparaît par immunité croisée, même si la variole du singe est moins, on va dire, létale et embêtante que la variole humaine. Ouais, la nature a horreur du vide, hein, on le sait bien. Dernière question, après on repasse la parole à Patrick Giraudoux. Oui, si je peux me permettre un petit complément, Allez-y. c'est un point très intéressant parce qu'en fait, ça a changé la structure d'âge des patients qui étaient atteints de monkeypox. Dans le passé, le monkeypox, c'était la maladie des petits-enfants. Bon. Et à partir du moment où comment dire, la vaccination contre la variole a cessé, c'est devenu aussi une maladie des jeunes adultes, voire des adultes. Donc, avec une potentialité de transmission sexuelle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Très bien. Allez, une dernière question, après je vous passe la parole, Patrick. Est-ce que cette approche One Health de briser le fonctionnement en silo, hein, je crois qu'on en parlera un peu plus tard des professionnels, est plus facile à mettre en œuvre en Afrique, Camille, qu'en Europe ou en Occident généralement? C'est intéressant. Je ne sais pas si je serai la seule à même y répondre. Je pense que d'un côté, peut-être oui, parce que quand on arrive dans un pays comme la République centrafricaine, effectivement, déjà, ce sont les mêmes personnes. Enfin, moi, j'ai pas eu de souci avec ça. C'était les virologues avec qui je travaillais qui faisaient à la fois le côté investigation humaine, le côté investigation animale. Donc, il y avait moins cette approche en silo qu'on voit en France où il y a des professionnels pour voilà, vétérinaires, environnement, etc. Donc, je pense qu'il y a ça, mais ça vient potentiellement d'un manque dans certains pays. Et c'est très spécifique à la République centrafricaine, qui est un pays particulièrement déshérité, je pense. Donc peut-être que c'est plus facile qu'en France, où on voit que chaque institution est bien ancrée et ses bornes. Et à mon avis, c'est peut-être plus compliqué, oui. Allez, encore une question, après je vous promets qu'on continue. Mais d'ailleurs, ça fait partie du webinaire. C'est Stéphanie qui vous demande quelles sont vos astuces, vos méthodes pour sortir d'une approche anthropocentrée, c'est-à-dire centrée autour de l'être humain, quoi, finalement. Ça, peut-être, on en parlera à la deuxième partie, je pense, parce que c'est intéressant de vraiment le déployer. Et ça m'intéresse beaucoup qu'on aille vers ça, parce que ce que disait Patrick tout à l'heure, on a un besoin de se désanthropocentrer pour, à mon avis, faire face aux défis auxquels on a à faire face. Mais on va le détailler un peu plus ensuite, si ça vous va. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation, Camille Besson. Je repasse la parole à Patrick Giraudoux. L'un de vos dadas, si j'ose dire, c'est la santé des écosystèmes, hein, sur lesquels vous dites on n'accentue pas assez, on met pas assez le projecteur, quoi, finalement. On parle beaucoup de santé animale, de santé humaine, mais moins de l'environnement. Et bien sûr, bon, c'est la partie la plus difficile, hein, parce que les questions de santé sont classiquement abordées par les gens de santé, donc qui n'ont pas forcément le background, l'attention à ce qu'est l'environnement ou les écosystèmes. D'ailleurs, la notion de santé des écosystèmes peut en elle-même être questionnable. Est-ce qu'elle est pertinente ou pas? Alors, attendez, je vais essayer de repartager l'écran. Oui, On y est presque. on y est presque. Vous y êtes là? Voilà. On est à la page 9, c'est bon, on n'a rien C'est perdu. parfait. Non, non, on n'a rien fait. Avant, c'était l'invitation de Camille. Donc, tout va bien. Parce qu'en fait, c'est une analogie, la notion de santé pour les écosystèmes, hein. C'est un peu à l'instar des disciplines médicales et vétérinaires. Alors, il faut revenir un petit peu sur la notion de santé vue du point de vue de la santé humaine ou animale. Et vous voyez que même là, la définition est quand même assez vague. La définition qui est la plus usitée, c'est celle de l'OMS, hein, depuis 1946, et elle fait partie même de son statut. Hein, c'est la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors pour un animal, ça peut encore se concevoir, mais pour un écosystème, ça devient très difficile de procéder à une analogie. Alors j'ai essayé quand même de le faire en espérant que je puisse, voilà.
hein, comparer les deux. Donc, en gros, comment adapter des personnes ou des animaux? Bon, au-delà de la définition de l'OMS, hein. Bon, en général, on se réfère à l'homéostasie, c'est quand vous allez faire vos analyses à un moment donné dans un laboratoire biologique, hein, donc une forme d'équilibre, de stabilité. Là, on définit des constantes métaboliques, des normes, des symptômes, et puis on a aussi la notion de capacité. Est-on invalidé dans telle ou telle fonction biologique ou psychologique? Bon, en fait, ça pourrait marcher presque aussi pour un écosystème. Parce Mhm. que un écosystème, on va le définir par des normes de stabilité, enfin par des éléments de stabilité. Une forêt ne change pas tous les jours, ou un lac ne change pas tous les jours. Il y a des stabilités, des équilibres, des rétroactions qui se déroulent un peu comme dans un organisme. Donc, c'est la notion de robustesse, de résilience, d'équilibre qui va entrer en ligne de compte. Alors là-dessus, on peut effectivement trouver des constantes métaboliques. Ça va être la concentration en nitrate ou l'évolution de cette concentration. Ça peut être l'oxygénation des eaux. On peut trouver des choses. Et puis derrière la capacité, on aura la notion de service. Alors, je ne veux pas insister là-dessus parce que ça nous emmènerait trop loin. Mais on parle de services écosystémiques, mais là, c'est très anthropocentré. C'est-à-dire, c'est les services qui nous rendent ou les services qu'ils se rendent à eux-mêmes, ces écosystèmes, pour se maintenir. Mais par derrière, c'est quand même ceux qui nous rendent. Bon, là, s'arrête la comparaison. Parce que dans le cas de la médecine, on a la question d'ontogénèse. Un pédiatre n'est pas un médecin généraliste. Donc, on a des spécificités pour les jeunes enfants. Il y a la notion de croissance à prendre en compte, puis la notion de handicap. Pour les écosystèmes, on n'a pas cette notion d'ontogénèse, du moins pas sous l'angle de la croissance d'un organisme, puisque c'est un ensemble d'organismes. Mais par contre, on a la question des successions écologiques, c'est-à-dire que quelque part, il est naturel, à partir d'une roche nue, que des écosystèmes se succèdent sans pour autant que ce soit pathologique, jusqu'à arriver à un stade qu'on appelle le climax. C'est le petit schéma que je vous ai Mhm. passé là, hein, avec des perturbations qui sont nécessaires, souvent le feu par exemple, ou d'autres, pour maintenir l'écosystème dans son état, pour le rajeunir d'une certaine manière, ce que ne fait pas un organisme, hein. Et puis, vous avez la notion d'évolution darwinienne, c'est-à-dire qu'un écosystème n'est jamais le même. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, bah, sa composition génétique, les adaptations des organismes qui le composent ont changé. Et donc, on ne se baigne jamais deux fois dans le même Mhm. fleuve, un écosystème, ce qui n'est pas tout à fait pareil pour un organisme, hein. Et ça pose la question des modifications durables qui sont normalement normales dans le fonctionnement d'un écosystème. Alors, juste un petit mot pour avoir ce lien à la santé des écosystèmes, parce que ça me paraît important pour des gens de santé, c'est de voir ce qu'est notre environnement. Notre environnement, vous le voyez, les biomasses, la distribution des biomasses sur la Terre, c'est à 83% des plantes. Et le reste, c'est des micro-organismes. 17%, c'est des micro-organismes. Et les animaux, c'est-à-dire nous, on est un epsilon, c'est-à-dire Mhm. moins d'1% en termes de biomasse. Alors ça a des conséquences. Si on zoome sur les animaux, vous voyez que nous-mêmes, bétail, humains et et mammifères sauvages, on n'est qu'un bout. Et si on regarde ce petit bout-là, il est assez effrayant, hein. Les humains, c'est 36% de la biomasse des mammifères. Les mammifères domestiques, en fait, c'est un petit peu faux, les mammifères plus la volaille, si vous voulez, c'est 60%. Et les mammifères sauvages, c'est plus que 4% de l'ensemble des mammifères. Vous voyez tout de suite l'écrasance dominante de la biomasse humaine et des mammifères domestiques qui forment un magnifique incubateur à microbes mis au contact des nombreux microbes. Alors, les 17% de microbes, c'est quoi? En fait, là-dedans, il y en a à peu près 2000 qui sont potentiellement pathogènes, 2000, 3000 qui sont potentiellement pathogènes. Mais le reste, c'est des microbes qui sont fondamentaux dans le fonctionnement des écosystèmes. Donc, on ne va pas se débarrasser des microbes, ils permettent notre survie. Oui, on peut rajouter que 71% des oiseaux, maintenant, c'est les poulets, hein. Alors, dernier point, et j'arrêterai là-dedans pour ouvrir le débat, on parle souvent des fondements de la biodiversité, mais c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris. Le réchauffement climatique, on comprend bien, on va manquer d'eau, on va faire trop chaud, etc. Ça commence à percoler. Mais les questions des fondements de la biodiversité, les conséquences sont difficiles comment dire, à percevoir. Alors, petit exemple, juste pour illustrer, imaginons un système où vous avez une diversité qui est importante, c'est mes petits poissons. Ça peut être, si vous voulez, des individus, ça peut être différent, bien entendu, génétiquement, ça peut être des populations différentes, ça peut être des espèces différentes, ça peut être des écosystèmes différents, peu importe. Passons-nous au niveau espèce, c'est plus facile à comprendre. Bon, si je supprime un certain nombre d'entre eux,
C'est-à-dire que je n'ai plus que 4 au lieu des 7 espèces qui étaient présentes. Il ne se passera pas grand-chose. J'aurai peut-être un peu plus de production primaire, vu que j'aurai moins de consommateurs, c'est tout ce qui se passera. Mais très vite, une espèce opportuniste va prendre la niche, va étendre sa niche, et du coup, du point de vue de la production primaire, les végétaux vont revenir au même endroit, et on aura un système qui sera un petit peu comme celui que je vous décrivais avant, avec une espèce dominante et très peu d'espèces différentes. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on en a à faire? La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que ce processus, il est irréversible, contrairement au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, dans 100, 500 ans, si on arrêtait les émissions maintenant, on reviendrait certainement à une situation qui est celle qu'on a connue il y a une vingtaine ou il y a une trentaine d'années, mais à terme très long et en arrêtant les émissions. Pour la biodiversité, ce n'est pas du tout le cas. Une espèce perdue l'est à jamais. Bon, c'est-à-dire qu'on ne la reconstruira pas ou on aura d'autres espèces qui apparaîtront, mais sur un terme tellement long, c'est de l'ordre du millier d'années et plus, qu'on n'est plus à l'échelle du problème qui se pose pour le moment. Et si je continue avec mon système simplifié, avec mes petits poissons rouges qui sont dominants, mettez un microbe auquel est sensible le petit poisson rouge, eh bien, vous spiralez vers le bas, c'est-à-dire que vous avez encore plus d'espèces qui disparaissent. On a les écosystèmes à faible biodiversité sont des écosystèmes extrêmement vulnérables. Les plus vulnérables d'entre eux, c'est les agrosystèmes. Vous voyez le nombre d'interventions qu'il faut pour maintenir un champ de blé en état pendant une année. Et si vous avez un système qui est plus diversifié, ben la percolation, par exemple, d'une perturbation comme un microbe, elle est beaucoup plus difficile. Donc, on peut dire que la biodiversité, c'est synonyme de résistance. Donc, ce bref aperçu, qui est bon, un flash en quelque sorte sur les multiples propriétés de la biodiversité, pour vous montrer ce que ça représente par rapport au réchauffement climatique. C'est quelque chose qui est aussi important, aussi peut-être même plus important, parce que c'est quelque chose qui, de façon irréversible, fragilise nos écosystèmes et on revient à la notion de One Health. Bien, voilà. Je crois que pour aller dans votre sens, le chiffre est sorti cette semaine, il y a 20% des espèces migratoires qui sont menacées à court et moyen terme, hein. Le chiffre qui a été donné par les scientifiques cette semaine. Merci Patrick Giraudou. On va peut-être passer la parole, mais on va passer plutôt l'écran à Louise Plantin, qui est notre facilitatrice graphique, en gros, qui illustre ce webinaire en direct. On va peut-être essayer de voir un petit peu ce que tout ce qu'on a dit l'a inspiré jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas si on peut le mettre plein écran. J'ai pas j'ai pas le joystick qui permet de la mettre. Je sais pas. En attendant, j'aurais peut-être un petit commentaire à faire. La question qui était posée sur est-ce qu'en Afrique c'est plus facile? Oui, oui. En fait, moi qui commence à être un peu vieux, je me rends compte que c'est pas plus facile, mais on est contraint de le faire. C'est-à-dire qu'on hérite beaucoup dans l'One Health de la médecine tropicale, celle qui était des années 30. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui avaient très peu de médicaments en poche et qui étaient obligés, pour faire quelque chose, de travailler sur la prévention. Et les parasitologues tropicaux sont parmi ceux qui faisaient du One Health sans le dire. On n'appelait pas ça comme ça, on appelait ça éco-épidémiologie, etc. Et de ce fait, on a certainement beaucoup hérité de ces gens-là. On a une question qui pourrait nous amener tard ce soir. C'est Alutero de la DRAF qui nous demande quelle est votre définition à vous de la biodiversité, Patrick Giraudou. Alors, vous l'avez vu implicitement dans la diapo que j'ai présentée avant. D'accord. La biodiversité, en fait, c'est pas si facile que ça à définir, c'est un état. Mais du coup, c'est pas la vraie biodiversité, c'est les processus. Je vais repartager un petit coup l'écran, si vous permettez, Allez. pour répondre à cette question-là de façon moins méandreuse. Oups là. Maintenant, on va votre écran. Ben oui. Attends, il faut que je recommence. Si, c'est bon. Vous voyez mon écran là? On voit les poissons, ouais. Voilà. Alors, ce qu'il faut regarder là, c'est ce qui est à gauche, hein. Et, en fait, le vivant, il est organisé de façon hiérarchique. Vous avez les individus, des ensembles d'individus qui font des populations, des ensembles de populations font une espèce, et puis les ensembles d'espèces font des écosystèmes, pour faire simple. Mais tout ça, c'est traversé, en fait, c'est un découpage artificiel, puisqu'il y a une continuité fonctionnelle entre les niveaux. Et en écologie, on a beaucoup de mal d'ailleurs à passer d'un niveau à l'autre. C'est extrêmement difficile d'un point de vue pratique, scientifique, hein. Ce qui traverse tout, c'est les gènes, hein. Bon, on peut définir un pool de gènes à tous les niveaux, les propriétés qui en émergent. Les propriétés qui en émergent, elles sont sous-tendues par des processus mangeur-mangé, parasitant, parasité, etc., etc.
Et la biodiversité, c'est ça. C'est l'ensemble des processus et des gènes qui sont en coévolution au cours du temps. Donc, c'est jamais la même chose. Alors, vous avez des flashs. Par exemple, souvent, la biodiversité, on dit c'est les espèces qui sont à la surface du globe. Ouais, c'est ce qu'on peut On mesurer, hein, voit. Hmm. c'est ce qu'on voit. Mais en fait, c'est sous-tendu par tout un tas de processus dynamiques qu'il est beaucoup plus difficile de décrire, mais qui expliquent cette diversité. Et la biodiversité, c'est cet ensemble-là. Donc, c'est pas facile à expliquer au grand public. Donc, c'est pour ça que souvent, on en est à la diversité des individus, des populations, des espèces et des écosystèmes. Alors, je sais pas si c'est Alors, une question de Marion, mais en fait, c'est la réalité vraiment ressentie pour moi. alors, justement, il y a une question de Marion au fil des Séoul, hein, je crois que je prononce bien. Que pensez-vous de la réintroduction d'espèces par rapport au problème de la diminution des espèces que vous venez d'illustrer, Patrick? C'est une question extrêmement complexe, en fait, hein, dans la mesure où comment dire, il n'y a pas de réponse. Enfin, Hmm. en santé, enfin, si, il y a des réponses. En santé, vous avez la notion d'idiosyncrasie. C'est l'idée que finalement, chacun réagit comme il peut par rapport à sa maladie. Réintroduire une espèce dans un écosystème qui a changé, c'est pas forcément une bonne idée. Ça peut l'être, Hmm. c'est pas forcément une bonne idée. Imaginez par exemple qu'une forêt favorable au grand tétras, le sujet elle doit être normalement composée d'un sous-bois de myrtille important, de zones de clairière assez importantes, etc. C'est ce qui fait par exemple qu'une population de grand tétras puisse se maintenir. Bon, si votre forêt maintenant est devenue complètement fermée, sans myrtille, extrêmement fréquentée, etc., réintroduire l'espèce ne servira à rien, c'est la Hmm. mort. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite à la question qui est posée, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est un cas d'espèce qu'il faut pouvoir examiner. Hmm. Question de Sébastien. Il y a beaucoup de questions, hein. C'est très bien. J'espère qu'on aura à peu près le temps de les prendre toutes. Sébastien Lodéro de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que l'effondrement de la biodiversité que vous venez de décrire, hein, va favoriser les espèces les plus rustiques ou rudimentaires qui s'adaptent à des environnements pauvres? Alors lui, il cite les rats, et donc favoriser la disparition de systèmes plus complexes et plus fragiles. Est-ce qu'on est un peu dans cette logique-là? C'est absolument ça. C'est-à-dire que finalement, les espèces, quand il y a un effondrement de la biodiversité, forcément, c'est purement thermodynamique, hein, il y a de la place pour pouvoir nourrir plus de bestioles. Et celles qui en profitent le plus, c'est les opportunistes. Donc, c'est les plus rustiques et rudimentaires, comme l'écrit Sébastien. On peut le dire comme ça, nous on dit opportunistes, mais c'est la même chose. Effectivement, c'est les rats, c'est certaines espèces de moustiques. Enfin, à chaque fois, ça sera le plus cosmopolite qui va pouvoir qui va pouvoir se proliférer. Donc, Mhm. augmenter ces biomasses, donc augmenter la transmission éventuellement de parasites ou de maladies. Alors, je repose la question pour Louis Plantin, si on peut voir alors moi, je le vois en tout petit écran, une toute petite vignette sur mon écran, mais si on peut les voir en grand, c'est euh, sa première planche d'illustration. Voilà, super, ça marche. Donc, on voit un petit peu ce que vous avez résumé. Elle a fait très vite pour résumer Waouh! un petit peu tout ce que vous avez dit. On voit les petites souris et puis le monkeypox, forcément. Et puis à sa façon, une sorte de camembert là pour retranscrire tout l'écosystème et l'importance de l'écologie. Voilà, donc ce sont des illustrations qu'on retrouvera, hein, sur le site. C'est vrai que c'est, comme on dit souvent, hein, une photo parle bien plus qu'un long discours. Bah là, on est C'est exactement superbe. dans ce cas concret. Merci Louise. On va le laisser un petit peu. Et puis je vais poser une dernière question à Patrick Giraudoux. Quid d'une mobilisation de ce concept USS? Alors, vous allez me dire ce que c'est, parce que là, j'ai dû louper un épisode pour travailler sur d'autres thématiques que la prévention des maladies infectieuses. C'est Julien Morin qui nous pose la question. Une seule santé. Bon, on va laisser Camille répondre, c'est plus son domaine là. Alors, Camille, USS? oui. Je n'ai pas compris USS, moi, par contre. Bah, Une moi non seule plus. santé. Une seule Ah, une santé. seule santé, oui, Ah, voilà. Ouais. pardon. Ah oui, oui, d'accord. Bah oui, c'est One Health en français, ça, on n'a pas Ouais. l'habitude, forcément. Camille, on vous passe la parole. Pour travailler sur d'autres thématiques que la prévention des maladies infectieuses. Exactement, exactement. Ah bah oui, oui, alors ce concept, il est mobilisé dans d'autres choses et c'est très intéressant. Il est mobilisé notamment sur les cancers. Il y a du One Health mobilisé sur les cancers. Après, je ne vous en dirai pas forcément plus parce que je suis très maladie infectieuse et très maladie infectieuse émergente. Mais effectivement, ce concept, et c'est là où je pense que c'est parce il a cet intérêt quand même d'aller chercher l'interdisciplinarité, d'aller chercher d'autres façons de réfléchir dans la complexité, qu'il est utilisé et repris par sur d'autres thématiques comme les cancers. C'est vrai que je ne vous en dirai pas forcément beaucoup plus parce que je ne travaille pas là-dessus.
Le, C'est pas sûr, le, Patrick. Ouais. Patrick, je ne travaille pas non plus là-dessus, mais comme je suis bavard, je peux en dire. on a bien vu. En fait, c'est relatif à la notion d'exposome. C'est-à-dire, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des expositions environnementales à des tas de produits, donc les pesticides notamment, donc le cadmium, donc les phtalates, donc etc., qui circulent dans l'environnement. Et c'est assez effrayant. J'ai une collègue qui a, comment dire, dirigé une étude qui a été faite dans 2 paysages agricoles français et qui se rend compte que dans les poils de petits mammifères, donc de tous les régimes alimentaires qu'on peut trouver dans ces paysages agricoles, eh bien, ils contiennent si je me souviens bien, entre 15 et 64 pesticides, dont Mm. certains qui sont des pesticides hérités parce qu'ils sont interdits depuis longtemps. Donc ça veut dire qu'on a dans nos sols, dans nos eaux aussi, tout un tas de produits chimiques qui sont hérités de pratiques anciennes et de pratiques actuelles. Et beaucoup de ces produits, pas la plupart, beaucoup de ces produits sont des cancérogènes. Donc si on veut travailler sur la prévention des cancers, vous voyez bien qu'il faut qu'on travaille aussi sur la réduction de ces émissions. Travailler sur la réduction de ces émissions, c'est travailler sur l'alimentation. C'est-à-dire comment produire avec Mhm. moins de produits chimiques. Et donc, vous voyez bien qu'on a tout de suite, en tirant la ficelle, vers le One Health, là. Mhm. On parle des PFAS, là, Voilà, c'est ça. ces Entre pesticides autres. qui sont, j'ai plus le Alors mot en là, tête, mais la liste est colossale, hein. Pour le moment, on est dans une saisine au COVARS où on doit justement traiter un petit peu ces questions-là. C'est effrayant. Effrayant Mhm. de complexité, je veux dire, hein. Mhm. Allez, encore une petite question, il y en a beaucoup, je ne sais pas si on pourra toutes les prendre. On nous pose la question sur la santé des sols. Comment envisager la santé des sols dans cette coévolution terre-vivant et des écosystèmes du sol, particulièrement les témoins, c'est Claire Dupuy, encore des Landes, qui nous pose la question. Alors, la santé des sols, les sols, c'est un écosystème particulier, hein, qui est entre eau et terrestre, on va dire, hein. C'est presque un système aquatique sans beaucoup d'eau. Voilà, pour pas une image. Mais c'est exactement la même chose. La santé des sols, ça veut dire qu'un sol vivant, c'est un sol qui minéralise la matière organique, qui retient l'eau, parce qu'il y a quand même de la matière organique qui est stockée, etc. Et il y a beaucoup de papiers qui sont sortis sur justement la notion de santé des sols, qui revient à dire, voilà, un sol qui fonctionne, c'est un sol qui compte beaucoup d'espèces, avec beaucoup de fonctions et qui assure toutes ces fonctions. Mhm. Quelqu'un nous cite l'étude de Fritsch, alors vous allez nous en dire plus, là forcément, c'est Frédéric Ouedraogo. Oui, c'est celle que je viens de citer. D'accord, bah, formidable. On nous dit aussi, C'est est-ce que... c'est Clémentine Frisch, c'est une collègue de Besançon. D'accord, bah, au moins on la met en lumière ce matin. La course à l'adoption des animaux sauvages, comme les animaux de compagnie, alors on appelle ça les NAC, hein, les nouveaux animaux de compagnie, est-ce que ça favorise aussi l'appauvrissement de la biodiversité et met en péril la santé publique ou est-ce que c'est quelque chose de marginal? Alors, eh ben, ça dépend à quelle échelle vous vous placez. Au niveau français, pratiquement le commerce des NAC est quand même très, très, très réglementé. Donc, Hmm. on ne trouve pas n'importe quoi officiellement. Et après, il y a l'officieux. Et Hmm. l'officieux, il peut être très important dans certains pays. Il y a une course à la betterave. Il faut savoir que le marché des animaux exotiques, on va dire ça comme ça pour faire simple, il vient tout juste après la drogue, hein. C'est quelque chose de Ouais. colossal, mais qui est complètement sous le radar. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement dangereux, effectivement, parce qu'on met au voisinage de l'homme des animaux qui peuvent être porteurs de virus ou de bactéries. Camille, tu peux peut-être en dire un peu plus, toi? Bah, sur le monkeypox, par exemple, la variole du singe, en 2003, il y a eu aux États-Unis une épidémie qui a été uniquement en lien avec l'importation d'animaux venant d'Afrique, qui avaient été mis dans des animaleries et qui ont contaminé des chiens de prairie, donc des États-Unis. Et ensuite, les chiens de prairie sont partis chez les petits-enfants et il y a eu une épidémie de 80 personnes en lien Hmm. avec ça. Donc, c'est vraiment. Et il y aurait pu avoir un risque d'introduction bien plus large. Il y a, Mhm. Ouais, donc. il y a un article spécifique du bulletin de l'Académie vétérinaire qui est sorti l'an dernier sur ce sujet, si ça vous intéresse. Donc, vous allez sur le site, vous le trouverez facilement. C'est Mhm. Didier Boussary qui l'a écrit. Camille, peut-être une question pour vous. Est-ce qu'il y a un lien entre One Health, une seule santé, la politique, avec une transversalité des ministères? On pense évidemment à l'agriculture, à la santé. C'est Pierre Toutan qui nous demande ça. Ben, c'est peut-être plutôt Patrick qui est habilité à répondre là-dessus, puisqu'il est sur le Covars et compagnie, ils sont plus en lien avec ce genre de choses. Bah, toi, tu peux dire ce qu'on souhaite, puis moi, je peux dire la réalité. Non, non, mais je te laisse y aller. Moi, c'est vrai que pour l'instant, sur la Bon, France. ok, ça marche. Alors, du coup, c'est toute la question. En fait, on est quand même dans un moment de transition où les choses doivent progresser.
le fonctionnement en silo de l'administration française, on le connaît, tout le monde le subit. Donc l'idée qu'au niveau régional, une ARS puisse travailler avec une DRAF, puisse travailler avec une DREAL, c'est pas simple. Et ça se construit. Bon, ça, je dirais que c'est un point. Les PRSE 4 sont quand même assez incitatifs de ce point de vue-là, et je pense que les mentalités sont en train de bouger. Bon, à l'intérieur des institutions, je suis sûr que les gens ont envie d'eux. Maintenant, il faut que le cadre leur permette de, ce qui est quand même un petit peu différent. Du point de vue de la volonté, petit flash sur le COVARS, si vous voulez. Hein, à l'issue de la crise de Covid-19, qui a eu quand même, de ce point de vue-là, qui a ébranlé un petit peu le système, vous avez vu pendant la crise Covid, on a eu ce qu'on appelle un conseil scientifique Covid-19 qui était présidé par Jean-François Delfrécy, qui se consacrait justement à adapter la connaissance scientifique, enfin, à adapter la réponse politique à la connaissance scientifique. Et quand l'urgence sanitaire s'est arrêtée, le gouvernement a souhaité que ce conseil scientifique continue, mais avec des attributions élargies. Et c'est devenu le COVAR, c'est-à-dire Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Et très explicitement, dans la lettre de mission, on nous enjoint de fonctionner dans le cadre conceptuel One Health. Et de par sa composition, donc il est présidé par Brigitte Autran, qui a en quelque sorte s'est entourée d'un panel de 19 personnes, dont elle-même. Et dans la composition, on a des médecins, des vétérinaires, des gens des sciences humaines et sociales et des sciences politiques, un écologue. Mais dans les vétérinaires, il y a des vétérinaires qui sont très, très écologues déjà, donc il y a quand même une force écologique importante. Et donc, on a essayé de se configurer pour justement toujours regarder les choses sous un angle pluridisciplinaire et pas simplement en regardant la route devant, quoi. Allez, Camille Besson, on va vous passer un petit peu la parole quand même. Vous souhaitiez aussi apporter un regard un peu critique sur One Health, hein, de dire qu'il y a encore du travail à faire. On parlait de ce binôme médecin, santé humaine et vétérinaire. Et pour aller vers l'écologie, il faut peut-être changer l'approche et la manière de travailler. Oui, alors excusez-moi parce que du coup, je vais décaler et je vais peut-être. Oui, je pense que c'est important quand même Voilà, Patrick nous a présenté au début plusieurs approches. Je pense qu'il y a quand même une importance à travailler un peu ce concept One Health, c'est peut-être à le pousser un peu plus loin, vu l'époque où on est et vu ce à quoi on a à faire face. Et effectivement, moi, je parle en tant que médecin qui, justement, peut-être me suis acculturée à quelques autres disciplines, me permettant peut-être ce désanthropocentrement dont on parle tout à l'heure. Donc, sur le One Health, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, il y a quand même quelques limitations à ce concept, et notamment en termes de compréhension de maladies infectieuses émergentes, je l'ai dit tout à l'heure, et puis en termes également de prévention, puisque ce concept, il est quand même là depuis un moment et on voit qu'on a quelques difficultés. Et peut-être juste se demander, voilà, quel est le futur pour une seule santé. Donc, on a parlé de One Health. Je vais vous mentionner juste Planetary Health, mais effectivement, on regroupe dans l'angle droit, là, en haut à droite, toutes ces disciplines, mais j'ai l'impression, et vous le voyez parce que le petit schéma, il montre bien que plus on va à droite, moins on est anthropocentré, moins on est centré sur la santé des humains. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un intérêt à, pas seulement sémantique, à se déplacer vers cette écologie de santé, et je vais juste en parler un tout petit peu. Donc, le One Health, on l'a vu, ça reste quand même encore un peu centré sur la santé humaine et la santé vétérinaire. Il y a le concept de Planetary Health qui est apparu récemment et qui, lui, depuis 2015 et qui ne se traduit pas forcément en pratique encore pour l'instant, mais qui essaie d'approcher la santé au sein des limites planétaires, mais qui reste vraiment centré sur... Donc c'est déjà bien puisque ça permet de penser une forme de durabilité, mais qui est aussi très centré sur la santé humaine. Et puis il y a le concept d'écologie de la santé qui a été plutôt créé dans les années 60, 70, 80 et relativement invisibilisé, notamment dans le concept de preparedness, qui est le paradigme dans lequel on s'intègre. Et ce concept d'écologie de la santé, il me semble particulièrement intéressant. Et peut-être pour en donner une définition, il y en a sûrement plusieurs autres. On peut dire que ça se définit comme l'étude transdisciplinaire de la dynamique des relations et des interactions entre les écosystèmes et la santé humaine, et que ça cherche à comprendre les déterminants de la transmission des maladies infectieuses dans leurs écosystèmes d'origine, ça c'est important, et au sein des évolutions récentes des territoires qui seraient impliqués dans leurs apparitions. C'est un concept qui mobilise donc plus des approches et des conceptions écosystémiques, évolutives et écologiques, qui est axé sur les interdépendances, qui reconnaît plus cette valeur intrinsèque de la biodiversité, puisque justement, il part plutôt des sciences de l'écologie. Ce qui est intéressant aussi, et qui me semble vraiment intéressant, et on va en parler, c'est que
dans ce principe d'écologie de la santé, il y a l'idée d'établir des connaissances pour l'action et pour le changement. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Juste pour donner trois choses qui me semblent importantes. Quand on essaie de nourrir les approches en santé avec d'autres disciplines, et notamment par exemple des approches en lien avec l'évolution, ça nous permet par exemple de nous montrer qu'on est quand même dans une temporalité de la crise, une temporalité assez réactive, là où si on se met sur le temps long de l'évolution, on voit bien qu'il y a d'autres choses qui vont se produire et d'autres manières de réfléchir. Il y a notamment une médecine qu'on appelle médecine évolutive ou évolutionniste, avec des gens qui la pratiquent de plus en plus en France et qui essaient d'envisager d'autres façons de réagir aux crises dans ce temps long et de comprendre les maladies dans ce temps long. Ensuite, si on se nourrit un peu plus des approches écologiques, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on resitue les maladies vraiment dans leurs écosystèmes d'origine et dans leur spécificité de chaque écosystème. Et ça, c'est un peu différent, même très différent de la médecine et de la biologie, qui étudie un peu chaque agent infectieux de façon universelle sans les situer dans leurs écosystèmes. Et puis, donc, si on se nourrit des approches plus écosystémiques, cette fois-ci, on se met dans l'importance des relations et des interactions. Et là, on se replace voilà, dans les chaînes trophiques, c'est-à-dire les chaînes alimentaires. Et ça nous permet de comprendre les zoonoses qui apparaissent par déséquilibre dans ces chaînes alimentaires. Et Patrick nous en a un peu parlé, c'est-à-dire que si on tue tous les rapaces ou tous les prédateurs des rongeurs, on va avoir une pullulation de rongeurs et potentiellement une maladie infectieuse qui se développe ensuite. Donc voilà, ça semble important de resituer la santé, de la travailler avec ces approches-là et de voir qu'est-ce qui peut en apparaître. Et c'est là où j'ai l'impression que proposer cette écologie de la santé comme un paradigme de recherche et d'intervention, ça va un peu plus loin que le One Health, parce que, par exemple, ça pourrait passer par une surveillance intégrée, donc de type One Health. On surveille l'écosystème, les populations animales et les santé humaines, sans partir sur une maladie en silo, mais plutôt surveiller à l'échelle d'un territoire toutes les maladies et voilà tous les signaux qui pourraient arriver de déséquilibre. Et puis, ça permet aussi d'envisager des interventions qui seraient plus seulement des médicaments, des vaccins ou des choses comme ça, mais d'intervenir sur les écosystèmes eux-mêmes, en prévention ou en réaction. Et c'est ce qu'on peut appeler la landscape immunity, c'est-à-dire, en traduction mauvaise, une immunité paysagère, mais c'est-à-dire de favoriser depuis nos paysages, depuis nos milieux, des prophylaxies écologiques qui permettraient d'éviter les épidémies ou de les tempérer là où elles arrivent. Juste pour mentionner, je m'arrêterai là, il y a des zones ateliers en France, dont Patrick travaille également dans une zone atelier. C'est quelque chose de très intéressant parce que c'est des laboratoires un peu à ciel ouvert, c'est-à-dire des territoires laboratoires où on analyse justement ces trajectoires des socio-écosystèmes et des humains pour essayer de comprendre les problèmes. Et un chercheur avec lequel je travaille, Nicolas Manvegnu, vient un peu de théoriser ça, entre guillemets, notamment parce que ces recherches-là qui sont faites au sein de ces territoires et cette écologie de la santé, elles visent vraiment à aller vers un changement social. C'est-à-dire qu'on identifie les problématiques pour essayer de changer les choses avec tous les acteurs d'un territoire. Donc c'est là où ça semble plus à même de prévenir différentes maladies. Et c'était un peu ce que je voulais apporter. Après, on peut parler un peu plus là-dessus. Alors malheureusement, on n'aura pas le temps de trop parler. C'est passionnant ce que vous nous avez expliqué tous les deux, Patrick Giraudot et Camille Besson. Il y avait encore énormément de questions, mais il nous reste 1 heure et on a la suite, la deuxième partie de ce webinaire à dérouler ensemble. Donc restez avec nous quand même, on aura peut-être des questions. Vous voudrez peut-être intervenir. On voit là Louise Plantin qui nous parle de cette notion encore très anthropocentrée. Oui, on voit bien que la Terre est un peu en retrait par rapport à tout ça. La planète The Earth, comme on dit en anglais, l'écologie de la santé, c'est encore à venir. Donc, sans transition, on va passer à ces 3 projets One Health néo-aquitains qui sont en cours. On va vous les dérouler les uns après les autres. On va commencer, 2 projets ont été présentés l'an dernier. Qui étaient à l'étape de lancement. On va voir 1 an plus tard où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont apporté. On parlera de réseau, de l'importance de se mettre en réseau. Et on va commencer par un nouveau projet qu'on va découvrir ensemble. C'est celui de Céline Mougard qui doit être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Nature, Santé et Territoire. Vous êtes avec nous depuis les Deux-Sèvres. On vous laisse quelques minutes pour présenter de façon visuelle, puisqu'il s'agit d'un jeu de plateau coopératif dans le cadre de One Health, une seule santé, qui est en cours de création. Alors, on est dans la sensibilisation là, des différents publics. Je crois que c'est à partir de 10 ans pour les enfants.
On travaille sur plusieurs milieux. Il s'agit de reconstituer un écosystème stable. Je vous laisse la parole, Céline. Voilà, comme ça sera encore mieux. Bonjour, merci. Alors, je vais partager mon écran pour présenter ce projet de jeu. Alors, Un jeu de plateau, hein, comme on dirait un Monopoly c'est ça. de l'environnement. Ouais, sauf que c'est beaucoup plus coopératif que le Monopoly. Il n'y a rien à vendre, rien à C'est acheter. moins compétitif. D'accord. Alors, On y est presque. voilà. OK. Donc, c'est un jeu coopératif sur la notion de One Health. Il n'a pas encore de nom, hein. Pour l'instant, il s'appelle le jeu D'accord. coopératif One Health, mais on est en recherche de nom. On va lancer un référendum là, sur le chat. Bon, pour me présenter un peu, donc Céline Mougard, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le milieu de la promotion de la santé et à Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelait l'IREPS à l'époque. Et comme coordinatrice de contrat local de santé dans une collectivité. Et par ailleurs, j'ai une formation continue en permaculture, un intérêt fort pour le sujet de l'environnement et aussi pour les démarches participatives et d'éducation populaire. Tout ça m'amène à m'intéresser très fort aux notions qui viennent d'être présentées, One Health, Eco Health, Planetary Health. Le principe de ce jeu, c'est d'être un support à la fois pédagogique et ludique, ce qui est toute une question, parce que souvent, les jeux pédagogiques sont les jeux sérieux, voilà, qui peuvent être pas très ludiques. Donc, l'ambition qu'on s'est donnée, c'est d'être à la fois ludique et pédagogique. D'être accessible à tous, alors à partir de 10-12 ans, quoi, on va dire. Donc, dans une logique d'universalisme proportionné, donc on va essayer de faire en sorte que ce soit un jeu qui soit assez simple, accessible à tous, mais qui puisse être joué aussi par tous. C'est-à-dire que ce soit accessible pour des enfants, mais que ça puisse être intéressant aussi pour des adultes, que ça puisse être joué par des gens qui n'ont aucune connaissance sur le sujet de la santé ou de l'environnement, et encore moins de One Health, ou par des gens qui en ont plutôt une bonne connaissance. Enfin, voilà. L'idée, c'est de mettre à jour les interdépendances dynamiques entre la préservation de la biodiversité, l'équilibre des milieux et la santé des humains. Et donc, le but du jeu, c'est de maintenir un territoire en bonne santé avec ses habitants humains et non humains dans la logique du socio-écosystème. On connaît à peu près, et la notion d'écosystème vient d'être évoquée. Dans le socio-écosystème, l'idée, c'est que les liens sont totalement interdépendants et dynamiques entre la société qui va avoir des impacts sur l'écosystème et l'écosystème qui va avoir des impacts sur la société. Les partenaires de ce jeu, donc le jeu a été la conception du jeu a été financée par l'appel à projet PAI 2023 de l'Espace Mendès France, enfin, en fait des structures de médiation scientifique de la Nouvelle-Aquitaine qui sont regroupées sous le nom de NAXTI. Alors moi, mon interlocuteur, c'est l'Espace Mendès France de Poitiers, avec derrière des financements de la région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un projet qui a été travaillé justement dans le cadre d'un projet sur la zone atelier Plaine et Val de Sèvres, en partenariat avec le CNRS, l'INRAE, l'Université de La Rochelle, donc à l'unité mixte de recherche qui est le Centre d'études biologiques de Chizé, qui travaille sur un projet One Health qui s'appelle Santé des territoires autour de la réduction de l'exposition aux pesticides. Et ça, avec tout un groupe aussi d'acteurs de terrain. L'API qui travaille sur l'eau localement, le groupement ornithologique des Deux-Sèvres sur les oiseaux, comme son nom l'indique,
les réseaux sociaux, qui est une association de permaculture, la Scope Vision, qui travaille en facilitation avec les habitants sur l'alimentation en circuit court, et puis l'IREPS, alors Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, et le GREN, qui ont apporté aussi leur expertise pédagogique. Et tout ça, ce jeu est designé par Zig Design et sera fabriqué au Fab Lab de la Betapi, qui est une association locale. Les concepts et mécanismes du jeu, donc évidemment, voilà, c'est l'acception large de One Health qui vient d'être décrite, plutôt EcoHealth d'ailleurs, qui vise à montrer le rôle de la biodiversité pour la santé des milieux, l'impact des activités humaines sur la biodiversité, sur la santé des milieux et in fine sur leur propre santé. Les mécanismes des interactions et les différents effets dominos qui peuvent se présenter dans une logique de coopération et de salutogénèse. Pour moi, One Health, c'est pas que la prévention des maladies et des zoonoses dans une logique anthropocentrée, c'est aussi l'occasion de se rappeler qu'on est vivant comme le reste et que la biodiversité et nos environnements, c'est pas quelque chose qui nous entoure comme si on n'était pas dedans. Comme si on était dans une bulle, quoi. Voilà, c'est ça. C'est se rappeler que ce sont nos sources de survie et de santé, ça nous fait vivre et qu'on fait partie du vivant comme le reste, et que tout ce qu'on fait a un impact sur ce vivant, y compris sur nous-mêmes, directement ou indirectement. Donc voilà à quoi ressemble le jeu. On a fait un travail de graphisme pour que ce soit agréable. J'espère que vous trouvez que ça l'est. En tout cas, il y a eu un test, le premier test hier soir avec les étudiants doctorants, post-doctorants du Centre d'études biologiques de Chizé, qui l'ont trouvé très chouette. Mais je vais vous raconter comment on joue. Allez. Il y a plusieurs phases de jeu. Dans la première phase de jeu, on va réunir des ressources, diverses ressources. Alors, ça peut être des arbres, ça peut être des insectes, ça peut être des mares, ça peut être... voilà. Donc, à la fois des ressources d'habitat et de nourriture qui vont nous permettre d'activer des animaux qui sont plutôt dans le bas de la chaîne trophique. Donc avec les ressources, voilà. Et ensuite, donc on a 3 tours pour activer ces différents animaux. Donc il y a une équipe par milieu, une équipe sur la forêt, une équipe sur le village, une équipe sur la zone de grande culture et de prairie, une équipe sur le milieu humide et une équipe sur la zone de maraîchage. Et peut-être un jour plus tard, il y aura le littoral et la montagne. Et donc, chaque équipe doit réunir le plus possible d'animaux pour gagner le plus possible de points. Ces points vont aller sur une jauge santé, donc c'est la jauge globale du territoire. Donc, il y a à la fois un peu de compétition entre les différents milieux qui vont chercher à activer le plus possible d'animaux sur leur milieu et donc à avoir le plus de ressources possible pour ça. Et de coopération, puisque les points qui vont être gagnés sur la jauge globale de santé du territoire. Dans la phase d'intermède, à la fin des trois premiers tours, on va pouvoir activer des prédateurs. Alors, je ne les ai pas tous mis là. Et ces prédateurs vont pouvoir... il va y avoir des effets dominos qui vont se mettre en place. Par exemple, si on n'a pas le renard sur le milieu forêt, le chevreuil va pouvoir aller manger. Il n'est pas régulé, donc il va pouvoir aller manger sur d'autres milieux, sauf s'il est arrêté par d'autres prédateurs. Et on va expliquer la deuxième phase de jeu. Les humains arrivent, c'est l'anthropocène. Donc, on va continuer à réunir les différents animaux pour les tours suivants, mais en plus, on va pouvoir mettre en place les actions de différents personnages humains.
Chaque humain a une carte comme ça qui lui permet de mettre en place différentes actions, 3 actions chacune. Donc, on va avoir dans le village les habitants et la mer. Dans le maraîchage, le maraîcher, évidemment, le producteur maraîcher et la commerçante. Dans la zone de grande culture, l'agriculteur céréalier bio et l'éleveuse non bio. Dans la forêt, le garde forestier et le chasseur. Et dans le milieu humide, le pêcheur et la représentante de l'office de tourisme du Marais. Et donc, chacun va pouvoir mettre en place des actions. Chaque équipe, il y a 2 tours, donc chaque équipe va choisir 2 actions parmi les 6 actions possibles de leur personnage. Et ces actions, elles vont avoir un impact sur la biodiversité, mais aussi sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, sur la prévention des zoonoses, sur la résilience alimentaire et sur le bien-être de chaque milieu. Donc, chaque milieu va se colorer petit à petit avec des points, avec des pictogrammes de couleurs qui vont vous permettre de voir sur les différents milieux s'il y a un bon niveau de biodiversité, de qualité de l'air, de qualité de l'eau, etc. ou pas. Et les actions vont aussi générer des actions sur les ressources et des impacts sur les ressources et sur les animaux. Donc, par exemple, un maraîcher qui se met à utiliser des techniques permacoles, des solutions fondées sur la nature, etc., va faire gagner au maraîchage des ressources, d'insectes, d'arbres, etc. Et donc, ça va permettre aussi faciliter ou compliquer l'arrivée d'animaux. Alors, pour accélérer un tout petit peu plus, Céline, le Ok, but, c'est quoi? C'est d'avoir un écosystème stable, c'est ça, le plus stable possible, le plus c'est ça, vertueux? c'est ça, et de prévenir des aléas. Parce qu'à la fin Hmm. du jeu, il y a un aléa qui va tomber au hasard. Et donc, les humains, ce seront plus ou moins, et le territoire, ce sera plus ou moins euh, protégé Mhm. de ces aléas. Donc, ça peut être un feu de forêt, ça peut être une crue, ça peut être une décision économique, politique, ça peut être l'arrivée de la dengue. Mhm. Voilà, donc il y a différents aléas qui peuvent arriver. On ne sait pas lequel va tomber. Donc, le but du jeu, c'est aussi de se protéger de ces aléas pour ne pas tout perdre d'un coup. Ce qui est très important, c'est le rôle du meneur de jeu qui devrait être formé au jeu et aux notions de One Health. Son rôle, ce sera aussi, évidemment, d'animer et d'accompagner les joueurs à coopérer pour la santé du territoire, mais aussi de débriefer pour permettre avec les joueurs de réfléchir à la fin à comment ils auraient pu mieux gagner, Mhm. quelles sont les interactions, les mécanismes qu'ils auraient pu mettre en place, et puis qu'est-ce qu'ils ont appris ou mieux compris à travers ce jeu, et surtout qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans leur vie quotidienne pour Mhm. améliorer la santé de leur territoire. Donc s'inspirer du jeu pour réfléchir aussi à leur comportement individuel. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Céline. Je suis désolé, le temps nous presse un petit peu, mais voilà, je pense qu'on a bien compris la philosophie. Il y avait une question, enfin plutôt une précision de l'espace Mendes France qui indique, pour compléter cet aspect de médiation, l'Institut Balanites et l'espace Mendes France ont conçu une expo itinérante, empruntable et très illustrée. Voilà, vous avez le lien sur le chat. Je pense que ça complète votre jeu. Dernière chose, alors, est-ce qu'il va sortir à grande échelle et quand? Alors, il va pas sortir forcément à grande échelle. Le but, c'est pas qu'il se retrouve sur les tables à Noël. C'est un jeu pédagogique. Donc, là, on est en période de test, etc. Mhm. Mon objectif, c'est qu'au mois de juin, il y ait une vingtaine d'exemplaires qui sortent et de pouvoir former des gens à l'utilisation de ce jeu, et puis voilà, que petit à petit, il puisse se diffuser. Mhm. Donc, pour avoir le jeu, il faudra avoir été formé. Et je D'accord. vois des questions aussi sur la durée du jeu. Ouais. Euh, Là, on est en période de test, mais en fait, ça dépend si on est 5, 10 ou 15 joueurs. En gros, s'il y a un joueur par milieu ou si on fait des équipes, c'est plus long par équipe parce qu'il y a un temps de concertation nécessaire. Mhm. Là, hier soir, en étant 3 par équipe et sur un premier essai, ça a duré 1 heure et demie. Mais on
peut aussi utiliser que la première phase du jeu ou que la deuxième D'accord. phase du jeu. Voilà. D'accord, donc c'est un peu à la carte. Très bien, merci beaucoup Céline Mougar. Vous restez avec nous. On va peut-être faire un tour du côté de l'atelier de Louise Plantin. Là, je vois qu'il y a de nouveaux visuels en attendant. Alors, je ne sais pas s'il y a une manipulation un peu compliquée à faire. Voilà. On reprend un peu les visuels que vous nous avez proposés, Céline. C'est assez sympa du jeu, effectivement, sur ce jeu coopératif de 10 à 100 ans, voilà, même un peu plus, hein, C'est pourquoi ça. pas, soyons fous, et avoir un territoire en bonne santé, c'est un peu le mot qui va. On va passer la parole, il est nommé d'ailleurs, à Thierry Touzé. Merci beaucoup, hein, Céline, pour votre Avec présentation. plaisir, merci. On a parlé de la sensibilisation des professionnels et des publics. On va passer à un projet One Health à dimension territoriale maintenant avec vous, Thierry Touzé, directeur adjoint de la direction départementale de la protection des populations de la Gironde. Et vous allez nous présenter, alors là c'est un projet qu'on avait découvert l'an dernier, les résultats de ce projet sur le virus West Nile, et avec à la clé l'importance du réseau que vous avez développé et créé, réseau d'alerte et de surveillance de ce virus. On va peut-être en dire quelques mots rapidement. Thierry, je vous laisse la parole. Oui, alors peut-être juste aussi préciser que j'ai changé de fonction. Je suis maintenant directeur adjoint de la DRAF, Direction Régionale Alimentation, Agriculture, Forêt. Mais le Ah bah, diaporama écoutez, a été présenté avec l'ARS, pas de souci, à l'époque où j'étais encore directeur adjoint. Et ce projet a été monté à cette époque-là. Donc, pas de souci là-dessus. En fait, félicitations. oui, merci. Et je continuerai à suivre en fait ces sujets, notamment le PRSE 4 pour la DRAF. Et on porte une fiche action zoonose, donc voilà, qui intégrera justement ce réseau. Donc l'idée effectivement, c'est de vous présenter où en est en fait ce projet de développement d'un réseau Une seule santé en Gironde suite à l'émergence des virus West Nile et Isutu. Si vous pouvez passer à la diapo suivante, je suis désolé, j'ai laissé Stéphanie gérer le diaporama. Juste rappeler que le West Nile, c'est un virus. Alors West Nile et Isutu, c'est un peu la même famille de virus qui sont transmises par un moustique, le moustique commun Culex, plutôt aux oiseaux, qui constituent en fait le réservoir de ce virus. Et puis, de temps en temps, accidentellement, eh bien, le moustique pique, infecté, pique d'autres animaux, des mammifères, notamment les chevaux et les hommes, et ça peut entraîner en fait des maladies, assez rarement, mais parfois entraîner des symptômes assez graves, avec un enjeu en fait pour le West Nile de la contamination des produits sanguins, et d'où l'intérêt en fait de pouvoir surveiller cette maladie. Diapo suivante. Alors, en fait, l'élément déclencheur, parce que pour monter un réseau, il faut un cas concret, il faut un objet concret en même temps que ce ne soit pas un sujet de crise. En 2022, on a les premiers cas d'Uzutu humains en Nouvelle-Aquitaine, et puis on a les premiers cas de West Nile équin en Gironde. Ce n'était pas arrivé jusqu'alors, alors que cette maladie était très connue, en fait, hein, dans le sud de la France notamment et le bassin méditerranéen. Et donc, on s'est dit avec l'ARS, l'Agence régionale de la santé, c'était pour répondre aussi à la question est-ce qu'une DRAF, une DDPP, une direction des services vétérinaires ou un ARS peuvent travailler ensemble. On s'est dit, là, il y avait un sujet vraiment, au vu du cycle de la maladie, d'approcher ce sujet avec une approche Une seule santé. Et donc, très vite, en décembre 2022, on s'est mis d'accord pour y travailler. On a eu tout de suite l'appui d'organismes de recherche comme le Laboratoire national de référence, qui est l'ANSES, qui travaille sur le West Nile. On a eu très vite aussi l'appui du CHU de Bordeaux, Denis Malvy, que connaît bien, je pense, Patrick Giraudot, qui est aussi membre du COVARS et qui s'intéresse aux maladies tropicales, pour vraiment essayer de mettre en place un réseau qui détecterait le plus précocement possible cette maladie qui venait d'émerger en Nouvelle-Aquitaine. On était un territoire un peu naïf et c'était intéressant de l'étudier. Mais pour qu'on soit sûr que ce soit une vraie bonne idée, c'est sûr qu'il y avait eu des cas en 2022. On a fait une première enquête de sérologie sur à peu près 500 chevaux pour voir si est-ce que le virus avait vraiment circulé. Et oui, il avait circulé autour des cas qui avaient été déclarés en 2022, hein, donc dans la confluence, là, dans le Blayais. Et on avait en fait une circulation qui correspondait à la circulation qui peut exister dans le sud de la France. Donc il y avait bien un sujet et c'était intéressant parce que ça permettait que le sujet soit encore plus concret. On avait eu une apparition de maladie et a priori elle avait vraiment circulé puisqu'on avait détecté les anticorps anciens des chevaux qui montraient que la maladie avait vraiment circulé en 2022, au moins dans un secteur déterminé de la Gironde. Diapo suivante. Alors, on a construit ce réseau qui est un petit peu touffu. Alors,
Je reviens sur mon terme, ce n'est pas une construction de réseau, une création de réseau, c'est une activation de réseau en fait. Les réseaux existaient déjà, ils étaient même plutôt bien organisés, avec un niveau local, parfois un niveau régional et un niveau national. Et quand il y a eu les cas en 2022, ça a bien fonctionné, sauf que les acteurs locaux n'ont pas été informés de l'action en fait des réseaux en tant que tels qui fonctionnaient en silo. Donc l'idée de ce réseau, c'est plutôt de faire dialoguer les réseaux existants et notamment au niveau local, avec le principe de tête de pont. Donc, une tête de pont sur le volet humain avec l'ARS, une tête de pont santé animale, santé des chevaux avec le RESP, qui a en fait un réseau de vétérinaires spécialisés sur les questions d'épidémiologie équine. Et puis, avec une tête de pont, là pour le coup, c'était la DDPP, ça aurait pu être l'Office français de la biodiversité, sur le volet faune sauvage, avec différents acteurs, le réseau SAGIR, qui est un réseau porté au niveau national par l'Office français de la biodiversité et la Fédération des chasseurs, mais on y a adjoint les zoos, le centre de soins de la LPO et surtout aussi les collectivités territoriales. Ça, c'était vraiment intéressant. Bordeaux Métropole, le CIBA, qui avait un vrai savoir-faire, une connaissance du terrain sur lequel on s'est beaucoup appuyé. Donc, activation de réseaux existants, le principe de tête de pont, et puis après, le principe de mailler davantage sur les acteurs de terrain. Et là, c'est le rôle indispensable d'un animateur. On a eu Clément Bijard, qui était stagiaire chez nous pendant 5-6 mois, qui est vétérinaire et qui est allé à la rencontre en fait des acteurs de terrain, avec un document qui présentait à tous la même chose sur la maladie pour qu'on ait une même connaissance de base de la maladie, et notamment les enjeux de santé humaine. Et puis, qu'est-ce qu'ils attendaient? Deux questions simples. Qu'est-ce que vous attendez du réseau? Qu'est-ce que vous attendriez du réseau? Et qu'est-ce que vous pourriez y apporter? Et en fait, on s'est aperçu que la plupart des acteurs étaient motivés parfois par des raisons différentes, publication d'un article pour ceux qui sont plutôt dans la recherche, ou tout simplement donner une autre image de leur institution, ou encore tout simplement, et le plus souvent, l'enjeu santé humaine était motivant, y compris pour un chasseur, un piégeur par exemple, ou pour un vétérinaire. L'enjeu santé publique et de la contamination des poches de sang était vraiment important. Je ne développe pas les autres réseaux, mais sur le volet humain, il y a bien sûr l'Établissement français du sang. Et puis, ce qui est très important aussi, et ce qui est l'originalité de ce réseau, entre guillemets, c'est le lien vraiment très fort entre les acteurs de terrain et la recherche, cette complémentarité. En fait, les acteurs de terrain donnant des informations à la recherche qui va les analyser et qui va orienter ensuite les décisions de l'institution. Alors, quel était l'objectif de ce réseau? La détection précoce. On était face à une maladie émergente. Comment on peut détecter les signaux faibles? L'intérêt, en fait, de cette approche Une seule santé pour détecter les signaux faibles. Et donc, on a sensibilisé les médecins et les vétérinaires. On a essayé de réfléchir à des tests adaptés, comment on peut détecter le plus précocement possible. Alors, quand c'est l'humain, c'est un petit peu tard. Le cheval, c'est un petit peu pareil. On peut imaginer des critères météo. Forte pluie, ça développe le moustique. Période de sécheresse, les animaux se regroupent sur des ressources en eau et ils sont plus facilement piqués par les moustiques. Et puis, on a trouvé un moyen expérimental, d'où l'intérêt aussi d'être appuyé par la recherche, un piège à moustiques qui a permis en fait de détecter la circulation virale, pour le coup, pas les anticorps, mais la circulation virale sur le territoire. Un piège un peu innovant qui permet, sur la base des excrétas du moustique, d'isoler le virus, alors qu'auparavant, la méthode était assez difficile, ce qu'il fallait décortiquer chacun des moustiques pour identifier le virus. Et puis, c'est bien sûr la réactivité, en se mettant d'accord, en ayant des flux d'infos très fluides, et puis en se mettant d'accord sur les mesures à mettre en œuvre. Diapo suivante. Le résultat, c'est qu'en 2023, la maladie a explosé. Une trentaine de cas humains en West Nile, une vingtaine de cas chez les chevaux, des cas humains aussi en Ouzout. Ça a montré la sensibilisation efficace des médecins et des vétérinaires. Alors, j'ai oublié de dire, mais que le réseau, il y avait le cœur du réacteur, donc les têtes de pont avec la recherche qui se sont réunies mi-juin, et ensuite s'est suivi une réunion plus large de l'ensemble du réseau pour justement lancer la dynamique. Et donc, cette sensibilisation efficace des médecins et des vétérinaires, donc on a détecté plus tôt les cas et plus parce que les vétos et les médecins étaient sensibilisés sur les signes évocateurs, fluidité de l'information entre les acteurs locaux, assumer le côté informel de l'information en avance de phase, parce qu'après, on a nos propres structures qui nous donnent les informations de façon très officielle, être capable d'être en avance de phase pour réagir et anticiper. Et puis l'investigation sur la circulation virale, on a mis en évidence en fait des cas chevaux, on a eu les premiers cas humains sur Bordeaux Métropole, mais comme on avait identifié le virus chez les moustiques dans d'autres zones,
ça a orienté en fait la décision des autorités de santé publique nationale pour ouvrir plus large la surveillance des poches de sang, pas seulement sur Bordeaux-Métropole, mais sur la Gironde et les départements limitrophes. Donc, ce qui a montré tout l'intérêt en fait de ce réseau, les acteurs de terrain qui font des prélèvements et qui alimentent ensuite derrière la recherche et qui orientent les décisions des institutions. Et donc, pour finir, en conclusion, donc, pertinence du réseau One Health local pour détecter les signaux faibles. Un exemple de surveillance intégrée, on essaye d'intégrer l'ensemble des compartiments, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. J'en parlerai sur les perspectives de recherche. Et puis collaborative, on intègre en fait des acteurs qui ne sont pas du milieu de la médecine animale, vétérinaire ou humaine et qui pourtant sont indispensables pour produire de la donnée. La complémentarité entre les acteurs locaux et les organismes de recherche. Voilà, l'importance de détecter les signaux faibles et l'approche Une seule santé est vraiment utile pour cela. Et puis l'importance de l'animateur, bien évidemment, pour fluidifier les informations entre les différents réseaux, pour redonner l'information au terrain, ce qui avait péché en 2022. Et puis aussi pour aller sur une pérennité du réseau, c'est toute la question comment on rend pérenne ce réseau. Et donc les perspectives, sans doute l'extension du réseau à d'autres départements, c'est déjà en cours avec le 17, le 16 qui sont très intéressés pour intégrer le réseau, peut-être sur d'autres maladies. C'est clairement une action qui va être intégrée dans le PRSE4 et on aura la chance en fait d'avoir Clément Bijard, le stagiaire vétérinaire, qui va faire une thèse sur le sujet. Et donc on a l'assurance pendant 3 ans d'avoir un animateur pour construire sur l'extension, travailler sur l'extension de ce réseau. Et puis il y a des projets de recherche, notamment comment on peut aller plus loin sur la surveillance de l'environnement, avec notamment par exemple l'analyse des eaux usées pour pouvoir détecter le virus. Comment on développe davantage encore les pièges à moustiques qui permettent d'isoler le virus West Nile et peut-être d'autres virus, et donc d'être dans la prévention le plus en amont possible de l'émergence de maladies. Merci Thierry Touzé pour cette présentation dynamique et rapide, j'allais dire. Merci d'avoir joué le jeu. On a quand même une question, une remarque de Patrick Giraudoux qui, quand il ne nous parle pas, nous écrit quand même et nous dit que c'est pas au moment des crises que les réseaux peuvent être bâtis, d'où l'importance de travailler fortement sur la mise en place des réseaux dans l'intercrise, c'est-à-dire quand il ne se passe rien en gros. Et est-ce que la difficulté là, c'est pas de convaincre les administrations de financer et mobiliser à un moment où il n'y a pas de problème finalement? Alors en fait, effectivement, donc déjà, il y avait quelques cas, c'était pas non plus, et puis la West Nile, c'est pas non plus une épidémie, c'est pas une épidémie débordante. Effectivement, il y a aussi une question de saisonnalité, donc on pouvait pendant l'automne et le printemps, avant l'arrivée des moustiques, eh bien travailler sur le réseau. Après, en termes de financement, on a eu la chance que les organismes de recherche étaient intéressés par ce travail et donc toutes les analyses ont été financées par les organismes de recherche. Et là, tout l'intérêt de s'adosser aussi à des programmes de recherche qui permettent au moins de financer les analyses. Après, les institutions, elles se financent par elles-mêmes, par le temps humain qu'on a bien voulu mobiliser. Une remarque de Christophe Malbaud de Graines, indicateur de mortalité des chevaux sur le même plan que les indicateurs de la santé humaine. On est bien dans l'optique One Health, là, il n'y a pas de souci, où les 3 santés sont abordées de front, c'est un peu ça? Oui, puis j'ai d'évoquer les chiffres, mais il y a eu aussi de la mortalité dans les oiseaux sauvages. On a eu notamment des cas de flamands dans le zoo de la Palmyre qui ont décédé, qui sont morts en fait de West Nile. Et on a mis en place toute une série de pièges à moustiques, essayer de comprendre comment ça se passe. On peut aller assez loin sur l'histoire en fait du virus par les excrétas de moustiques. C'est vraiment puissant, c'est super intéressant. On sait comment le virus est arrivé en Nouvelle-Aquitaine ou c'est pertinent Alors, de savoir? sans doute par les flux migratoires, en fait, puisque la Nouvelle-Aquitaine est vraiment un carrefour et un couloir de migration, d'où l'intérêt aussi. Et j'ai été très intéressé par la question des zones ateliers. On aimerait vraiment travailler sur le fait de peut-être essayer de surveiller des maladies qui pourraient arriver sur la Nouvelle-Aquitaine au vu des flux migratoires, de ce qui existe en Afrique du Nord, etc. Et d'identifier des territoires expérimentaux qui, par leur écosystème, favoriseraient par exemple l'installation d'un vecteur, d'une tique particulière, des moustiques bien évidemment, et d'essayer de mettre le plus en avant possible une surveillance en fait proactive de ces maladies. Merci infiniment Thierry Touzé. Restez avec nous, il y aura peut-être des questions. Alors je ne sais pas si on aura le temps de les prendre, victimes du succès un petit peu de vos présentations. On va passer effectivement à Louise Plantin qui va nous donner quelques éléments. On voit bien le West Nile à travers les chevaux et tout le problème et l'importance du réseau. Vous l'avez vraiment souligné Thierry. Pour lutter contre ces propagations de virus. On revoit Céline avec les cartes de son jeu
autour des différents milieux. Et tranquillement, mais sûrement, on va passer à au troisième projet et dernière séquence de cette matinée qui passe à toute allure. On passe d'un projet à dimension territoriale à un projet à dimension interrégionale. On dézoome un petit peu. On va vous passer la parole, Johan Lacote. Vous êtes chercheur, chef de projet du réseau Promise, de l'unité INSERM de Limoges. Alors avec vous, on va voir un méta-réseau. Hein. Vous allez nous expliquer ça. On est à 1 an à peu près d'existence. Vous nous l'aviez présenté l'an dernier. Et là, il s'agit de la lutte contre l'antibiorésistance. Donc, je vous laisse la parole un petit peu. Vous nous présentez ça comme le site de rencontre de l'antibiorésistance. Oui, oui. Bonjour à tous. Alors, est-ce que déjà vous voyez mon écran? À peu près. Voilà, parfait. On peut y aller. Donc oui, effectivement, je vais vous parler, vous reparler effectivement du méta-réseau Promis, hein, qui est voilà, une plateforme de rencontre pour les professionnels et chercheurs qui travaillent tous sur l'antibiorésistance en France avec une dimension One Health. Et donc moi, je suis Johan Lacote et donc ingénieur de recherche INSERM à Limoges, où on coordonne ce projet et voilà. Donc avant de parler un petit peu plus de Promise, quelques éléments de contexte. Effectivement, on parle d'antibiorésistance ou résistance aux antibiotiques. Intéressant dans un point de vue One Health, eh bien tout simplement parce que les bactéries peuvent acquérir donc de la résistance aux antibiotiques et vont être capables d'échanger entre elles ces résistances. Donc 2 bactéries vont pouvoir s'échanger des gènes de résistance et les bactéries ont également la capacité de voyager, disséminer entre l'homme, l'animal et l'environnement. Et donc, on va avoir des flux de résistance qui sont possibles entre les 3 secteurs et qui sont illustrés sur la petite image à gauche de l'écran, où on voit bien que de nombreux intermédiaires vont entrer en jeu dans la problématique de la résistance aux antibiotiques. Et donc, tous ces flux de résistance sont effectivement favorisés par nos activités humaines, pratiques d'élevage, déforestation, promiscuité homme-animal. Et pour lutter efficacement contre l'antibiorésistance, il faut nécessairement adopter une approche coordonnée One Health, une seule santé, qui tient compte des interactions entre les 3 domaines. Néanmoins, on en a discuté un petit peu ce matin et les précédents intervenants l'ont mentionné, mettre en œuvre le One Health, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Eh bien parce que ça met en jeu des acteurs différents. Sur la thématique de l'antibiorésistance, il va falloir faire parler entre des médecins, des vétérinaires, des microbiologistes, des pharmaciens, des gestionnaires de l'eau ou encore des législateurs qui n'ont pas les mêmes perspectives, pas les mêmes besoins et pas du tout le même langage. Donc, comment faire du One Health avec une variété d'acteurs si différents? Eh bien, la réponse à cette question n'est pas si compliquée. Il suffit tout simplement de faire parler ces gens entre eux en créant du lien et en les faisant interagir ensemble. Et donc, c'était là l'ambition de Promis quand le projet a été créé en 2021. C'était donc de créer une communauté de chercheurs et de professionnels des 3 santés qui, à l'heure actuelle, jusqu'en 2021 en tout cas, travaillaient de façon encore trop silotée, avec des échanges assez limités et un manque de structuration dans certains domaines, avec cette volonté de créer avec Promis une communauté One Health de lutte contre l'antibiorésistance. Donc Promis aujourd'hui, en 2024, c'est 67 partenaires, donc 25 réseaux nationaux de professionnels partout en France qui travaillent sur différentes thématiques, surveillance de l'antibiorésistance, recherche clinique, communication, sensibilisation, formation, et également 42 partenaires académiques, donc essentiellement des unités de recherche, mais aussi des écoles vétérinaires, des universités et instituts de formation, et l'INRIA, qui est un institut de sciences du numérique. Donc, l'ambition de Promis, c'était et c'est toujours de faire collaborer tous ces acteurs, donc issus des 3 santés, également des acteurs issus de la recherche clinique, et donc de faire en sorte qu'ils collaborent, partagent leurs connaissances, leurs expertises, leurs données pour répondre à des besoins de recherche, informer les politiques de santé publique et avoir des politiques plus efficaces à l'échelle du territoire, former des praticiens One Health qui ont une approche plus intégrée de leur pratique et pouvoir rayonner
à l'international sur la thématique de l'antibiorésistance et de la coordination One Health. Donc, ce projet était un projet financé sur 3 ans, donc 2021 à 2024, et on a des bonnes nouvelles puisqu'on va probablement être prolongé. Donc, je vais maintenant détailler quelques-uns de nos travaux en me focalisant sur deux aspects principaux de notre travail, donc à savoir nos travaux d'abord sur la surveillance de l'antibiorésistance. Donc là aussi, quelques éléments. Il faut savoir que la surveillance de l'antibiorésistance est assez complexe et fragmentée en France, avec pas moins de 48 initiatives qui font de la surveillance des consommations d'antibiotiques et de la résistance aux antibiotiques en France dans les 3 santés, donc santé humaine en bleu, santé animale en jaune et santé de l'environnement en vert. Donc, vous avez en haut là, de cette petite cartographie ABR, résistance aux antibiotiques, ABU, les usages antibiotiques, donc surveillance des usages, et tout en bas, les résidus antibiotiques dans la nourriture et dans l'environnement. Et donc, les résultats de cette cartographie qui a été faite en 2021 démontraient que ces 48 initiatives complémentaires travaillaient malheureusement encore de façon trop silotée, sans communiquer ni échanger leurs données. Et on voit également très clairement un manque de surveillance de l'antibiorésistance dans l'environnement, donc tout à droite de l'écran, avec aucune initiative qui surveille réellement la résistance dans l'environnement. La seule surveillance effective dans l'environnement, c'est une surveillance des résidus antibiotiques dans les eaux et les sols. Et donc, via Promis, on a voulu répondre à ces 2 problématiques. Donc, sur la problématique du manque de coordination et d'échange entre les réseaux, on a initié donc une collaboration nationale entre 12 de ces 48 dispositifs. Et donc, 12 de ces dispositifs ont décidé de mettre en commun leurs données de surveillance sur 6 espèces bactériennes, 5 familles de résistance, donc avec à la fois des données de résistance et d'utilisation d'antibiotiques et des données récoltées sur 10 ans, de 2011 à 2021. Et donc, ces travaux collaboratifs ont permis de mettre en évidence des corrélations qu'on n'avait jusqu'alors pas pu mettre clairement en évidence en France, des corrélations entre consommation d'antibiotiques et résistance. Donc, on peut démontrer que plus on consomme d'antibiotiques, plus il va y avoir 2 gènes de résistance chez l'homme et chez l'animal. Et on a démontré également, et donc ça n'avait jamais été démontré en France, des corrélations entre résistance en santé humaine et en santé animale. Donc on voit là aussi que certaines bactéries résistantes, on va retrouver plus de bactéries résistantes chez l'homme et dans certaines espèces animales au même endroit. Donc ça, on arrive à le démontrer avec ces études collaboratives et on ne peut pas le faire autrement. Sur la question de l'environnement et de l'absence de surveillance dans l'environnement, via Promis, on a initié un réseau qui s'appelle AMR-ENV, qui rassemble donc 20 unités de recherche et 4 réseaux qui travaillent sur la thématique de l'environnement. Et tous ensemble, ces chercheurs et réseaux professionnels ont réfléchi à comment mettre en place une surveillance de l'antibiorésistance dans l'environnement. Et donc, comment on met en place un système de surveillance? En définissant tout d'abord ce que l'on va regarder. Donc, ils ont défini tous ensemble 6 indicateurs communs pour aller quantifier l'antibiorésistance dans l'environnement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et derrière, ils ont développé également des protocoles pour quantifier ces indicateurs qu'ils ont ensuite testés dans 5 laboratoires différents répartis sur la France entière pour vérifier que ces méthodes de quantification étaient reproductibles et également que les indicateurs permettaient bien de quantifier l'antibiorésistance dans l'environnement. Donc, ces résultats ont été tout à fait positifs et constituent donc pourraient constituer un socle minimal de mesures pour quantifier l'antibiorésistance dans l'environnement. Alors, je vais vous demander juste un petit peu d'accélérer, Johan, pour qu'on arrive un peu à ce qu'on a fait pendant 1 an, finalement. Ben, c'est tout ça qu'on a fait pendant 1 an. D'accord. Donc, effectivement, ce qu'on fait également à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train donc, de créer un anthropodome. Donc là, on a montré ce qu'on pouvait faire en travaillant de façon rétroactive.
en mettant en commun les données qui ont été récoltées sur des dizaines d'années. L'idée maintenant, c'est de pouvoir travailler de façon proactive en mettant les données de santé humaine, les données de santé animale et les données environnementales quand il y en a, donc données de consommation et de résistance, dans un entrepôt de données commun, d'y adjoindre également des données d'exposome, donc des données socio-économiques, démographiques, des données cliniques, des données environnementales de pluviométrie par exemple. Donc mettre tout ça ensemble dans un entrepôt de données grâce à l'expertise donc, de notre collaborateur INRIA qui travaille sur les sciences du numérique pour derrière faire donc de la visualisation One Health, des analyses One Health, des modèles prédictifs One Health. Et donc ça, le faire de façon proactive. Donc on est en train de faire ça, mais c'est un peu compliqué. Donc en termes de formation également, c'est le deuxième exemple que j'ai choisi de montrer pour illustrer ce qu'on fait dans Promis et ce qu'on a fait pendant ces 3 années. Eh bien, on a créé, grâce à l'expertise donc de tous les membres du réseau, une formation diplômante à destination des professionnels des 3 santé pour, comme je l'expliquais, former des praticiens One Health et faire en sorte que les professionnels des 3 santé aient une approche plus intégrée de leur pratique. Donc, par exemple, faire en sorte qu'un médecin comprenne mieux les enjeux environnementaux et les enjeux de santé animale et réciproquement. Donc ce DU a été lancé en novembre dernier, novembre 2023. Donc c'est un enseignement constitué de 7 modules qui fait intervenir 31 intervenants, une centaine d'heures de formation, 100% digital et asynchrone, ce qui permet aux professionnels de se connecter quand ils le peuvent et de suivre les enseignements quand ils le souhaitent. Et donc voilà, on a 15 inscrits sur cette première promotion, donc non seulement issus de France métropolitaine, mais pas seulement, et donc avec essentiellement des professionnels de santé humaine, 2 vétérinaires, aucun professionnel de l'environnement cette année. Donc il faudra qu'on travaille à ça l'année prochaine, quand on nous relancera. Et donc vous avez en bas de l'écran les différents profils professionnels des participants. Et vous avez également un petit QR code que vous pourrez scanner pour avoir des informations sur cette formation. Donc très rapidement, pour terminer, ce qu'on a fait également pendant ces 3 années, c'est mettre au point un site internet pour la communauté où trouver des ressources et des informations sur la thématique de l'antibiorésistance et du One Health. Un site où on fait de la veille informationnelle. On organise également des événements de sensibilisation, de formation pour le grand public et les professionnels de santé. On a mis en place des protocoles de recherche clinique inter-réseau qui permettent d'aider au développement de nouveaux antibiotiques ou nouveaux outils diagnostiques en France de façon plus efficace. Et on a également lancé un réseau, là aussi dédié à la recherche fondamentale pour favoriser le développement de nouveaux antibiotiques. En quelques chiffres, Promis, donc c'est 67 membres, comme je l'ai dit, une centaine de réunions sur 3 ans. Ça aboutit à 13 projets collaboratifs, 7 réponses communes à des appels à projets, donc dont 5 ont été fructueuses et ont contribué à la pérennité du réseau. Des publications, également des workshops. Donc, en conclusion, Promis illustre bien que pour faire du One Health, il faut nécessairement collaborer et que cette collaboration nous rend plus forts et plus efficaces. Donc, je voudrais remercier avec moi sur ce projet. Je vous remercie pour votre attention et je vous invite à regarder nos réseaux sociaux et notre site internet pour plus d'informations sur Promis. Merci beaucoup, merci Johan Lacotte pour cette présentation. Un mot quand même, on sent qu'il y a non pas de l'antibiorésistance, mais de la résistance à se mettre en réseau, à rentrer dans l'entonnoir. Vous ressentez ça aussi? Non, je ne suis pas certain. Il y a quand même une volonté des acteurs à travailler ensemble parce que je pense que tous les acteurs ont très bien compris qu'en travaillant chacun dans leur coin, la valorisation de leurs travaux, la valorisation de leurs données reste assez limitée. Pour vraiment tirer le plein parti des ressources de chacun, je pense qu'ils sont tous tout à fait convaincus
de cette nécessité de travailler ensemble dans une perspective One Health. Donc, il y a la volonté. Après, il y a des freins qui sont souvent administratifs, voire Ouais. juridiques. Et donc ça, c'est un peu dommage. D'accord. Merci beaucoup, Johan Lacotte, en tout cas. On vous aurait écouté plus longtemps, évidemment, mais tout est un peu resserré, vous l'avez compris, pendant ces 2 heures, et vous étiez en plus le dernier à intervenir. Avant la conclusion, il nous reste quoi? 10 minutes à passer ensemble. Je vais peut-être repasser la parole à Patrick Giraudou et Camille Besson avec cette question en mode de conclusion. Selon vous, quel serait l'élément le plus important à mettre en place pour que la démarche One Health Une Santé ait la possibilité d'avoir un réel effet bénéfique sur les 3 santés animale, humaine et puis de l'environnement et du milieu ambiant? Patrick? Oui, mais Camille, non? On fera les deux, mais oui, c'est vrai que j'aurais. Non, c'est bon. Non, ben, pour moi, le point vous voyez, finalement, le mot One Health passera un jour. C'est-à-dire que c'est un concept qui a émergé, qui est maintenant en train de fleurir. Bon, on va espérer qu'il va porter des fruits. Mais ce qui est important à retenir là-dedans, c'est l'idée qu'il faut partir du problème pour trouver des solutions et que le cloisonnement un peu traditionnel dont on avait l'habitude, qui fait qu'on a d'un côté des agronomes, de l'autre côté des médecins, de l'autre côté des vétérinaires, encore un autre côté des écologues, ben, il n'est plus adapté aux situations complexes qu'on a à rencontrer. Donc finalement, quand on aura gommé le mot One Health, il restera cette nécessité d'avoir des approches systémiques, d'accepter la complexité, d'accepter une forme d'incertitude, d'accepter le fait, par exemple, qu'un écosystème en bonne santé ou même qu'un système en bonne santé, c'est pas forcément un système où il n'y a pas de maladie du tout. C'est le mythe de l'éradication qu'on a connu. Donc on devrait arriver, à mon avis, à une pensée beaucoup plus nuancée et à développer des solidarités euh, qui émergeront de ce décloisonnement. Donc, c'est un petit peu, pour moi, le défi du ONS. On est quand même là dans une forme de transition écologique aussi. Avant de Camille. passer la parole à Camille, j'ai une réaction pour Johan Lacotte d'Olivier Plantard qui bosse visiblement à l'INRAE. En tout cas, son mail le trahit. Félicitations pour l'initiative. En diapo 2, il manque un écologue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Johan, en appui de votre diapo 7 où la santé d'environnement est réduite, comme vous l'avez mentionné à l'oral. Quid d'initiative, nous demande-t-il, en résistance antifongique, des résistances aux insecticides? Est-ce qu'il y a de telles initiatives, surveillance en France? Un petit mot, Johan? Oui, effectivement, j'aurais pu rajouter un écologue, c'est vrai. Je le rajouterai sur ma slide à l'avenir. Sur la résistance aux antifongiques, donc c'est des choses qui ont été envisagées aussi dans Promis, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des phénomènes de co-sélection. La résistance peut être sélectionnée par d'autres types d'agents, notamment antifongiques, biocides. Après, sur les insecticides, à ma connaissance, non, il y a, enfin, je n'ai pas connaissance d'initiatives comme ça qui essaient de coordonner, mais après, je ne suis pas spécialiste, donc Et ça serait pertinent, selon vous, ce genre d'initiative? Oui, je pense que, enfin, clairement, ce sont aussi des enjeux One Health, donc ça aurait et aussi, ça a été aussi illustré par Thierry, hein. Je pense que l'enjeu pour mettre en œuvre le One Health, quel que soit le domaine considéré et la thématique considérée, il faut faire parler les gens, il faut les faire travailler ensemble dans une approche intégrée. Donc pour ça, le réseau, la mise en réseau est cruciale. Allez, une des dernières remarques de notre séquence, les milieux aquatiques restent l'exutoire accumulant les résidus d'antibiotiques, ça on l'a bien compris. Il serait bon d'agrandir le réseau Promis qu'on a vu tout à l'heure pour enrichir les réflexions sur les impacts sur la faune aquatique sauvage, cocktails chimiques de nos rivières, mers, océans, certainement des impacts sur la dynamique des populations et le fonctionnement métabolique des espèces vivant dans l'eau. C'est Ghislaine Avinan, pardon, qui nous dit ça. Vous voulez réagir, Johan? Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, ce sont des sujets qui sont abordés dans AMR-Env, donc le réseau dédié dont j'ai parlé qui travaille sur la surveillance. Ce sont des enjeux qu'ils considèrent, hein. On a plusieurs
plusieurs équipes de recherche impliquées qui travaillent justement sur faune aquatique, sur les poissons, la pisciculture, et clairement, hein, on sait que l'environnement est à la fois un réservoir de gènes de résistance, mais aussi le réceptacle de nos consommations et de nos usages. Donc, il y a des résidus antibiotiques, donc fort heureusement en Europe, on va dire, à des concentrations qui sont, raisonnables et qui n'engendrent pas, d'antibiorésistance, mais ce n'est pas le cas, dans certains pays, asiatiques notamment. Merci. Camille Besson, quelques questions pour terminer. Il nous reste vraiment quelques minutes. De Stéphanie, tiens, par exemple, qui nous demande parmi les différentes définitions que vous avez reprises dans votre schéma, on s'en souvient, Eco-Health, Planetary Health, One Health, elle dit qu'elle a l'impression que la tendance est d'être en accord avec Eco-Health, plus englobant, mais dans le langage courant, on utilise One Health. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut changer le vocable? Merci, oui. Non, je ne sais pas s'il faut changer le vocable parce que je pense que le concept One Health, s'il est pris au sérieux, mobilise déjà la plupart des choses et avec les évolutions récentes là, depuis 2021, l'environnement est mieux pris en charge dans ce concept, etc. Mais par contre, ce serait un appel à prendre tout ça au sérieux parce que ce que je vous disais, c'est il faut qu'on aille aussi vers une réelle prévention et ce qui vraiment me parlait dans le concept d'écologie de la santé, c'est le fait d'établir des connaissances pour agir. Et je crois que c'est ça peut-être qui nous manque aujourd'hui parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de facteurs causaux ou de déterminants de maladies infectieuses dont on est bien au courant et depuis un grand nombre de temps. Et voilà, j'aurais un peu une envie de dire, il y a un moment, il faut qu'on lutte contre, qu'on empêche d'advenir certains facteurs causaux et c'est pas ce qu'on fait tous les jours dans nos décisions d'aménagement du territoire et de gestion des populations animales, etc. Et donc, et on le voit bien avec la période actuelle, et aussi pour le changement climatique, puisque l'année 2023 et l'année 2024 s'annoncent absolument exceptionnelles. Donc voilà, il y a un appel à prendre au sérieux ce One Health et surtout à établir des connaissances pour agir dessus. Et voilà, je pense que c'est tout ça que j'aurais envie. Il y a une suggestion de Geneviève Rivet, ça sera sans doute la dernière. Pourquoi on n'utilise pas le terme de santé interdépendante? Ça pourrait être, déjà c'est français, mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'est pas un terme qui est utilisé. Moi, je vais aussi vers ce qu'on appelle la santé multispécifique, parce que pour le coup, ça, voilà, ça montre bien que c'est pas juste notre santé humaine et ça nous décentre. Pour moi, voilà, c'est plutôt aller vers santé multispécifique. Et dernière chose, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent, bon, bah, One Health, c'est bien, mais finalement, c'est une coquille vide, tout ça existait vaguement, donc on remet un petit coup de ripollinage là-dessus. J'imagine que ce n'est pas votre avis. Non, mais par contre, voilà, il faut quand même le One Health, c'est en train de se mettre en place et de vraiment s'incarner en pratique dans la plupart des projets et dans la plupart des thématiques, donc c'est intéressant. Mais je reviens sur ce que je dis, il faut par contre qu'on mette quand même en action certaines choses, puisque ça ne sert à rien de faire du One Health si tout ce qu'on identifie en recherche n'est pas ensuite appliqué en termes politiques et de gestion des territoires, à mon sens. D'accord, bah écoutez, ce sera le mot de la fin, Camille. Merci, il est tout juste midi. On va remettre le dessin de Louise Plantin, notre facilitatrice graphique, plein écran pour que je donne quelques informations avant de vous quitter. Les suites du programme, donc c'est des rencontres territoriales qui vont se dérouler le mois prochain en avril et en mai dans les départements. On vous les mettra ou dans le chat ou sur les sites. Gironde, Haute-Vienne, Creuse, Landes, Dordogne et Lot-et-Garonne. Je vous donne quelques dates. C'est comme une tournée de rockstar, hein. Le 18 mars à Agen, le 21 à Guéret, le 5 avril, ce sera dans le parc naturel régional du Médoc. On n'a pas encore le lieu exact, mystère. Le 12 avril à Périgueux, le 23 mai à Limoges. Et puis pour aller plus loin, vous avez un lien vers le document ressources numériques contenant donc des ressources à lire, des ressources à écouter, à regarder, tout ce qu'il vous faut, donc, et des outils pédagogiques pour vos actions de sensibilisation sur ce sujet One Health. C'est dans l'espace chat, je crois. Enfin, vous le trouverez très facilement. On vous rappelle de compléter l'enquête qui va s'ouvrir automatiquement dès que vous aurez fermé votre participation dans un nouvel onglet, donc après votre déconnexion. Les remerciements, Camille Besson, forcément, Patrick Giraudot également, Céline Mougard, Thierry Touzé, Johan Lacotte et Louise Plantin pour les illustrations. Merci à tous
d'avoir joué le jeu, de garder le timing à peu près serré. Alors évidemment, il y avait d'autres questions qu'on aurait pu vous poser, mais on n'a pas eu le temps. On essaiera de prendre 1 heure de plus la prochaine fois. On demandera à Christophe Malvaut d'étendre un peu la plage horaire. Et puis voilà, hein, on remercie aussi les organisateurs Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et le GRAN Nouvelle-Aquitaine, ainsi que le financeur, la région Nouvelle-Aquitaine, qui a permis la réalisation de ce programme. Voilà, merci à tous. Il est pile midi. Donc, on a tenu le timing, on n'a pas trop débordé. Je crois que c'était un peu le but. Je regarde s'il y a d'autres choses. Non, tout va bien. Donc, voilà, je vous souhaite un très bon appétit, une bonne après-midi et par avance un bon week-end. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.